Hello, bienvenue sur le FreakyCast avec Roland et Gagago. Salut, salut. Et pour cet épisode 23, nous allons vous parler d'un épisode spécial pour ce joli mois de février, Adam et Ève dans la pop culture. Mais avant de nous lancer dans l'épisode, mon cher Roland, comment ça va pas? Mais écoute, mon cher Gagago, ça va pas. C'est à cause de toi, tu t'en doutes. Déjà, parce qu'avant, on a quand même dit 3 fois que c'était l'épisode 24, puis tu as quand même dit épisode 23. Bon, c'est pas grave. Ah bah je suis resté bloqué peut-être sur l'épisode 23, le BDSM sur la pop culture. Mais bon, je comprends. excuse-moi. Donc épisode 24, Épisode effectivement. 24, et figure-toi que il se trouve que, alors ça va pas à cause de toi, mais aussi un petit peu à cause de moi. C'est-à-dire que pour cet épisode, je me suis un petit peu quand même tiré une balle dans le pied. Puisque tu galérais avec notre traditionnel quiz. C'est vrai que Adam et Ève, dans la pop culture, c'est pas forcément très facile, il n'y a pas énormément de choses. Et je t'ai soumis une idée en disant, bah écoute, t'inquiète pas, je m'occupe de cette partie-là, et puis t'as qu'à faire un quiz sur les Adam et Ève célèbres. Et j'ai un petit peu révisé pour cet après-midi, pour essayer de ne pas être minable sur cette partie. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était un truc qui va être impossible à répondre et que je vais par ma faute et par ma propre idée, me mettre un petit peu minable. Donc j'espère que t'auras pas été trop méchant. Ouais, détrompe-toi, parce que comme d'habitude, je fais des quiz faciles, accessibles, pour que nos éditeurs puissent jouer et gagner facilement. Alors tu aurais pu faire des QCM, genre, est-ce que c'est Adam ou est-ce que c'est Ève? Tu vois? Non? Bon. Ah, mais c'est presque ça. Il y aura un choix sur deux. Bon, bah écoute, on verra. Bon, et toi, du coup, comment ça va pas? Ah bah moi, figure-toi que comme d'habitude, ça va pas très fort, mais c'est pas spécialement à cause de toi. En fait, je suis en vacances depuis hier soir, mais malheureusement, mes enfants le sont aussi, figure-toi. Et ils squattent mon salon, ils squattent ma télé. Je suis obligé de me coucher à pas d'heure pour pouvoir regarder tes films complètement déviants que tu m'as encore recommandés. Donc j'ai plutôt avoir tendance de vivre de nuit pendant ces vacances et être encore plus fatigué à la rentrée. Bon, j'espère, ceci dit, que pour cet épisode, alors d'Adam et Ève, certes, mais du coup, quand même, un petit peu en rapport avec la Saint-Valentin, même si on enregistre le 15 aujourd'hui, donc le lendemain de la Saint-Valentin. Donc j'espère que tu as passé une bonne Saint-Valentin. Ah oui, très bien. J'ai regardé quoi? J'ai regardé des trucs et j'ai lu des machins. Waouh, c'est pas très romantique tout ça, quand même. non, ma femme, elle travaille aujourd'hui. Il y a un autre Saint-Valentin, un autre jour. De toute façon, c'est tous les jours la Saint-Valentin avec mon couple. Et toi? Alors, écoute, on a passé une Saint-Valentin exceptionnelle. Et comme je suis sympa, j'ai envie de partager mon petit secret qui m'a rendu cette Saint-Valentin, mais vraiment exceptionnelle. Et quand je vais te dire ce secret, tu vas dire, mais Roland, évidemment, pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Alors, je vais te le dire, par contre, je te demanderai de ne pas le répéter, quoi, parce que c'est un truc un peu secret, tu vois, faut pas que les autres sachent. C'est que pour nous deux, ça marche. Je t'écoute. Alors, je t'explique. Bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Putain, Roland, je sais pas comment j'ai pas pensé avant. Bah oui. En tout cas, putain, merci pour cette reco. Ouais. La prochaine Saint-Valentin va être géniale. Oui, évidemment. Merci Roland. Merci Roland. Avant de commencer cette émission, je te propose que je rappelle brièvement le principe de l'émission, si jamais c'est votre premier FreakyCast. Le FreakyCast, c'est quoi? C'est un podcast de pop culture. Dans chaque émission, nous choisissons un thème. Le thème de cette émission, vous l'avez compris, c'est Adam et Ève. Et donc, nous avons sélectionné pour vous différentes œuvres sur divers supports qui vont être en lien avec notre sujet et sur lesquels nous allons pouvoir échanger. Ces choix que nous avons faits ne sont peut-être pas forcément les plus connus ni les meilleurs, mais en tout cas, c'est notre sélection et on l'assume. Bienvenue au FreakyCast. Bienvenue. Avant de nous lancer donc, dans le premier titre que nous avons sélectionné, je t'ai demandé de nous faire une petite intro, brièvement, sur Adam et Ève. Alors j'espère que tu as bien travaillé. Je vais présenter, je vais pas rentrer plus dans le détail que ça, mais déjà, je vais rappeler qui est Adam et Ève. Donc Adam et Ève, comme vous le savez tous, c'est le premier couple, père et mère de l'humanité dans les régions monothéistes, juives, chrétiennes et musulmanes. On retrouve cette histoire dans la Genèse, le texte qui est traditionnellement attribué à Moïse, mais qui reprend sûrement des histoires plus anciennes. La Genèse, c'est donc le début de la Torah et de l'Ancien Testament, où on retrouve Adam et Ève, mais on retrouve ces personnages également dans le Coran, sous le nom d'Adam et Hawa. Alors, l'histoire, elle se regroupe en deux parties assez courtes finalement, la création et la chute.
Rapidement, Ève, elle est née de la côte d'Adam, et ils vivent tous les deux dans l'Éden. Ils ne doivent juste pas manger le fruit interdit, qui est apparemment d'ailleurs pas une pomme, comme on nous laisse le présager, c'est ce que j'ai lu en préparant l'émission. En fait, c'est souvent représenté comme une pomme, parce que c'est une mauvaise traduction du mot latin pommu, ou un truc comme ça, qui veut dire fruit en fait. Et donc en fait, tu as plein d'autres représentations où, où le fruit défendu est représenté par des raisins ou d'autres qui disent que c'est une figue, mais bon, peu importe. Ce qui va se passer dans l'histoire, c'est qu'un serpent va dire à Ève de manger le fruit, qui en fait manger à son tour à Adam, et Dieu, fou furieux parce qu'il leur avait dit de pas en manger, les bannit sur terre en en faisant de simples humains avec une vie de merde, pour faire simple. Mais bon, bien entendu, ce qui va nous intéresser, c'est pas le texte original, mais bien entendu, comme tu l'as dit, Adam et Ève dans la pop culture. Oui. Donc bienvenue dans cette émission. Est-ce que tu veux rajouter un truc par rapport à cette intro? C'est intéressant que tu dises sur les fruits. Alors je ne vais pas spécialement moi creuser parce que je t'ai laissé travailler, mais j'ai une œuvre effectivement où la pomme n'est pas une pomme. Donc j'ai mon explication, je me posais la question justement en me demandant mais pourquoi c'est pas une pomme. Je pense que tu viens de me donner la réponse, parfait. Voilà. Bah écoute, non, très bien, je pense que... Donc j'ai un point au quiz. Non, parce que c'était pas la question. Mais en tout cas, je pense qu'on connaît tous les grandes lignes de l'histoire d'Adam et Ève. Donc effectivement, et on va voir que la pop culture s'est vraiment emparée de ces deux personnages pour en faire. Alors des fois des choses assez fidèles finalement à l'histoire originale, et puis des fois des trucs un petit peu plus farfelus et dingos. Et du coup, je crois que tu voulais commencer par une œuvre que tu nous as sélectionnée. Et vas-y. Eh oui, j'ai enfin choisi un titre de l'un de mes auteurs, Doudou Mont-Roland, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, Robert Crumb. Ah, effectivement. Mais alors, tout d'abord, Roland, est-ce que tu peux me dire dans quelle émission je vous en ai déjà parlé? Robert Crumb, tu nous en as parlé dans l'émission sur les chats, si je ne dis pas de bêtises, que tu as parlé de Fritz the Cat. De Fritz the Cat, brièvement, voilà, sans développer l'auteur, tout à fait, de Fritz the Cat. Et tu as dû en parler dans diverses autres œuvres dont je n'ai plus forcément en tête les noms, mais c'est un personnage qui revient souvent chez nous, en tout cas. Voilà, dès le deuxième épisode spécial Noël, j'en ai parlé parce que je venais de faire l'acquisition d'un livre chez Cornelius avec les couvertures dessinées par Robert Crumb, un super ouvrage. J'en ai parlé dans l'épisode sur les cochons, quand je vous ai parlé de Gilbert Shelton avec Super Facochère. Gilbert Shelton, qui était donc un grand ami de Robert Crumb. Ils dessinaient ensemble dans la revue Zap Comics. Je vous en ai parlé également sur le rock, avec la pochette de l'album Cheap Thrills de Janis Joplin, dessiné par Robert Crumb. Et brièvement dans l'épisode numéro 23 pour le coup, et non 22 sur le BDSM, quand notre invité nous a recours un auteur dont les dessins ressemblent beaucoup à Robert Crumb, Namio Urukawa. Donc voilà, on en a parlé assez souvent, donc je vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà dit. Je vous invite sincèrement à écouter ces épisodes ou les réécouter si vous ne vous souvenez pas de tout. Je vais juste compléter ce que j'ai déjà dit. Donc c'est un petit peu un jeu de puzzle en fait que je vous propose. Peignasse. Mais bon, je vais quand même vous parler un petit peu de l'auteur parce que c'est vrai que je l'ai pas développé. C'était chaque fois on en parlait en développant d'autres œuvres. Donc tout d'abord Robert Crumb, de son nom complet Robert Dennis Crumb ou Bob. C'est donc un auteur de BD culte américain, notamment de toute la période des années, la fin des années 60 et des années 70. Il est né en 1943 à Philadelphie. Roland, c'est quel état, Philadelphie? Je sais rien, je ne sais pas. La Pennsylvanie. Ah, j'allais le dire, tu m'as coupé. Et alors ça se situe où, la Pennsylvanie? Aux États-Unis. Voilà, et la ville de Philadelphie? Pennsylvanie. C'est au-dessus de Washington, donc sur la côte est. Ok. Donc Robert Crumb, c'est un dessinateur autodidacte. Il a commencé sa carrière en fait en dessinant des cartes de vœux, mais il dessine depuis tout jeune et principalement des personnages animaliers. D'ailleurs, Fritz the Cat s'était adapté d'anciens dessins qu'il faisait quand il était jeune. Alors, je ne vais pas revenir sur toute sa carrière. Moi, en gros, il a commencé à devenir connu avec la période hippie. Il raconte les autres auteurs cultes, comme Gilbert Shelton, justement, et plein d'autres. Et il a lancé sa revue Zap Comics. Alors, Zap Comics avec un X à la place du C à la fin, dans le sens où c'est des comics pour adultes. Les comics étant destinés principalement aux plus jeunes à l'époque. Cette revue a été lancée en 1968. Alors au début, il la faisait toute seule, et je crois que je l'avais déjà dit dans l'autre émission, il la vendait dans une poussette ou dans un landau dans la rue directement. Donc voilà, c'était vraiment de l'underground américain. Donc ces comics sont, comme je viens de le dire, destinés plutôt aux jeunes adultes, voire aux adultes. Ça parle de problèmes sociétaux, de drogue, de liberté sexuelle et de plein de perversions. C'est quand même des trucs complètement what the fuck, Robert Crumb. Et il devient rapidement un peu le pape de la culture underground dans les années 70.
Il a créé des persos occultes, donc comme Fritz the Cat, bien sûr, comme je vous ai déjà parlé, mais aussi Mister Natural, c'est une sorte de gourou se baladant un poil, ayant sa seule barbe pour cacher ses attributs. Je ne sais pas si tu vois le personnage. Non, il y a plusieurs albums sortis, notamment en français, c'est sorti, c'est excellent, c'est un peu plus de réflexion dedans. Il a aussi fait le personnage de Monsieur Snoid. Alors Monsieur Snoid, il est né de spermatozoïdes tombés dans les WC suite à un plaisir solitaire de son paternel. Et c'est un petit homme au gros nez qui pense qu'à dominer les jolies madames. C'est un personnage complètement pervers. Alors son dessin, il est en noir et blanc, donc c'est des personnages plutôt caricaturés et souvent anthropomorphiques, mais pas forcément. Il met aussi son propre personnage dans ses BD de temps en temps. Alors les femmes, elles sont souvent très grandes, avec des très grandes et grosses jambes et un fessier énorme, et les hommes sont plutôt maigrelets en ne pensant qu'à les chevaucher au final. Alors, les comics de cette période, ça pouvait aller très loin dans le délire, soit de perversion avec des personnages complètement obsédés, ou des histoires comme celle, alors c'est une histoire que j'adore, c'est celle d'un bon père de famille qui se retrouve perdu dans la forêt et il tombe amoureux d'un Bigfoot femelle. Qui lui offre une totale liberté sexuelle. Il va s'éclater avec elle, il va essayer de la faire revenir, de la faire passer pour un être humain, comme une femme normale dans le monde, et ça va mal se passer. Donc il y a une double lecture dans ces BD, mais il y a quand même des scènes assez crues, mais la double lecture pousse quand même à une certaine réflexion. Quelque chose me dit qu'on sait de quoi tu parleras le jour où on fera une émission sur les Bigfoot, quoi. Exactement. Ça viendra. Dans ces BD, on voit souvent des personnages animaliers avec des gros zizi, pour faire simple. Oui. Crumb, il a quand même dessiné par la suite des BD un peu plus sophistiqués, notamment avec sa femme Aline, avec qui il se met en scène, où ils ont leur propre personnage dans les bandes dessinées, ou d'autres histoires qui sont plus des critiques de la vie mondaine américaine et des critiques sociétales. Bon, ça contraste un petit peu avec ses délires complètement hallucinés, parce qu'il a aussi dessiné sous LSD dans sa première période. C'était toujours des trucs complètement fous. Il avait ces sortes de personnages avec ses grands pieds, c'est des trucs qu'il avait vus sous LSD qu'il mettait en scène. Mais bon, voilà, c'est toute une période. Robert Crumb, il n'a pas fait que de la BD. D'ailleurs, il a été aussi musicien. C'est un grand collectionneur de vinyles, de blues et de jazz. Il paraît qu'il a une collection énorme. Il a d'ailleurs illustré pas mal de pochettes d'albums. Donc, je vous parlais de celle de Johnny Joplin, mais il a fait surtout dans le jazz et dans le blues. Et il faut savoir que Bob, il vit depuis les années 90 dans le sud de la France avec sa femme Aline. Alors, sa femme Aline est malheureusement décédée en 2022, mais lui est toujours vivant et il habite donc le sud de la France. À noter quand même que Robert Crumb a pas mal été critiqué par les mouvements féministes car il était traité de personnage misogyne. Alors, ça peut être vrai de par les dessins, parce que vraiment il y a une représentation de la femme qui peut en choquer plus d'un, surtout actuellement. Mais au contraire, le contexte de ces histoires, c'est justement plus une critique de cette vision masculine où il aime justement se mettre lui-même en scène et montrant toutes les obsessions des hommes. Et donc, il y a vraiment une double lecture à toute cette bande dessinée. Alors, il faut savoir qu'il a quand même eu une descente de police avec la sortie de son livre, je pense, des années 60-70, avec son comics Joe Blue, qui parle d'inceste. Je crois que tu as lu ce comics, Roland. Quel enfoiré. Tu m'as balancé 4-5 pages du comics avant l'émission que j'ai découvert, pour le coup, je connaissais pas. C'est l'histoire complète. Ah ouais, d'accord, ça va. Ouais, c'est des petites histoires comme ça qui faisaient. Ouais, mais c'était des histoires. Ça a valu la descente de police. Bon, après, effectivement, c'est. Ouais. Mais c'est rigolo, très rigolo. Tu peux nous dire rapidement de quoi ça parle? C'est juste des parents en fait qui ont des relations sexuelles avec leurs enfants et qui expliquent que c'est le nouveau monde américain et que voilà, et tout le monde est heureux. C'est présenté vraiment comme les séries américaines où tout le monde est heureux, souriant et gentil, et en fait ça décrit un truc dégueulasse. En fait c'est marrant parce qu'il faut vraiment pas prendre ça premier degré. Moi ça m'a fait marrer parce que on voit bien que derrière il y a une critique de la société américaine et voilà, c'est ça, c'est la critique du bon père de famille bien pensant, et en fait c'est absolument pas une ode une ode pas du tout, non. Mais ça peut être mal pris, tu vois, voilà, c'est comme souvent ça peut être mal pris pour des gens qui n'ont pas cette double lecture. Et qui s'arrête un petit peu à l'image et qui ne plonge pas dans le texte, on va dire. Voilà, et c'est une autre époque aussi, c'est les années 60-70, c'était vraiment quelque chose de nouveau, et il avait plein d'autres auteurs comme ça, mais lui, c'était vraiment le grand pape, et surtout son dessin, il est magnifique, il est très détaillé, alors pas sur cette BD-là, mais normalement... Ouais, chouette, j'ai trouvé que c'était super bien dessiné. J'ai pas du tout, pour le coup, j'ai pas reconnu son trait qui est souvent dégueulasse, comme tu le disais, avec des personnes très caricaturaux,
Alors que là, justement, le héros, là, le père de famille, il est plutôt style un peu bon chic, bon genre et tout. Et je t'ai même posé la question, j'avais pas pensé que c'était du Crumb. Donc non, j'ai trouvé que c'était plutôt bien dessiné. Ouais, moi j'adore ces dessins. Je suis fan depuis tout petit en fait de Robert Crumb. Moi je m'amusais à collectionner ces bandes dessinées, alors pas à 12 ans, hein, mais vers 15-16 ans. Parce qu'il faut savoir qu'il n'était plus du tout édité et ces albums ils sortaient par exemple dans des hors-séries de Actual où tu avais Kesserling éditeur aussi qui faisait ça, où tu en avais qui était édité au Canada mais qui était arrivé en France et donc on les trouvait d'occasion uniquement. Et c'était un petit peu la quête pour les trouver un peu partout. Je crois que j'ai déjà dit ça Oui, d'ailleurs. tu nous as déjà dit, ouais. Épisode sur les chats, effectivement. Tout à Je fait. radote, je suis C'est- plus tout c'est la jeune. Enfin, vieillesse. si, je suis jeune, mais... Bon, en tout cas, moi j'aimerais vous dire encore plein de trucs sur Crumb et je vous en dirai encore plein pendant d'autres émissions, je l'espère. Mais il est temps d'aborder l'album que j'ai choisi, donc la genèse de Robert Crumb. Roland, tu dois te demander comment Robert Crumb a traité ce sujet avec son point de vue pervers. Comment est-ce qu'il a mis en scène Adam et Ève pour notre plus grand plaisir. Bah tu vois, je m'attendais vraiment pas à choisir ce type d'œuvre pour parler de Robert Crumb. En fait, c'est un ouvrage qui est sorti en 2009 aux USA et en France, simultanément, hein, étant donné qu'il vit en France, après 4 années de travail. Donc C'est récent comme travail. un gros taf qu'il a. Voilà, c'est quelque chose qu'il a fait plutôt récemment. Et il s'agit en fait d'un livre d'illustration très sérieux du texte de la Genèse. Alors, comme il le dit lui-même dans sa préface, il n'a pas adapté en bande dessinée la Genèse comme cela existe déjà. D'ailleurs, quand j'étais petit, il y a les collections, la Bible, Oui. la Bible illustrée, des trucs comme ça, où ça reprend aussi la Genèse. Oui, bah il y a la Bible en manga, il y a plein d'adaptations de la Bible. Voilà, mais c'est une adaptation où c'est pas les vrais textes, quoi. Les textes sont adaptés pour coller aux images. Là, Robert Crumb, il reprend le texte original, en fait, en se basant principalement sur la traduction du professeur en hébreu américain Robert Alter, mais aussi sur d'autres textes. Hein. Il a travaillé avec des spécialistes pour faire cette BD. Et il va ressortir les phrases telles quelles dans l'histoire. Et lui, il va illustrer par une case, ça pourrait être juste de l'illustration, mais il peut y avoir des bulles également, hein, avec quand la personne dit quelque chose, il y a une bulle, comme une case de bande dessinée classique. Mais on est vraiment dans un travail d'illustration avec principalement du texte. Donc il reprend en fait à l'intérieur l'ensemble de la Genèse, hein, un peu comme on pourrait même comparer, parce que étant donné son trait, à Gustave Doré. Tu connais le trait de Gustave Doré? Non. D'ailleurs, il a illustré la Bible lui aussi. C'est des dessins magnifiques. Tu regarderas sur Internet. Ouais. Et finalement, c'est assez proche. Alors, Crumb, avec un aspect un petit peu plus comics quand même, mais le noir et blanc avec le niveau des détails et tout ça, ça s'en rapproche assez, je trouve. Ce livre d'illustration, la Genèse, en fait, il est sorti en fait aux USA, aux éditions Norton et compagnie. Et en fait, c'est un éditeur qui est spécialisé dans les anthologies de littérature. Donc pas du tout dans les comics déviants comme il a pu le faire avec ses autres ouvrages. Et chez nous, il est sorti chez De Noël Graphique. Il faut savoir que ce livre, il est resté premier des ventes pendant 16 semaines aux États-Unis. Vache. Donc ça a eu un succès énorme. Ouais, en fait, c'est une œuvre incroyable, quoi. On est vraiment super loin de toutes les perversions de Robert Crumb quand je vous en ai parlé au début, mais c'est vraiment un travail de recherche et d'illustration. C'est toujours son même type de dessin. Alors les femmes, elles ont toujours des corps généreux et avec des belles, voilà, comme il sait le faire, avec des belles formes, hein, surtout au niveau du fessier, comme il le fait si bien. Et les hommes sont toujours un peu chétifs et misérables, comme dans ses autres BD. Mais ça colle bien, quoi. C'est génial. En fait, je vais quand même en revenir un petit peu à Adam et Ève, hein, notre sujet principal, avant de me faire traiter de hors-sujet par Roland. Il faut savoir que l'ouvrage il commence par la création du monde, c'est les 5 premières pages, puis tu as l'histoire d'Adam et Ève, les 6 pages suivantes. Et après, on enchaîne sur le reste, Abel et Caïn, et tout le reste de la Genèse, Noé et compagnie. Donc tu vas voir que 6 pages effectivement sur Adam et Ève, mais ça reprend le texte original. Ah oui, d'accord. Bah oui, c'est la Genèse, c'est l'ensemble de la Genèse dans ce bouquin, quoi. Mais si vous voulez vraiment, c'est suffisant, parce que les planches sont... Voilà, si vous voulez découvrir la vraie histoire d'Adam et Ève, en 6 pages, plongez dans ce bouquin-là. Vraiment. Voilà. Alors le trait noir et blanc, il est plein de détails, hein,
Ève et Adam également, ils sont magnifiques, c'est du pur style Crumb, comme je disais. D'ailleurs, ça pourrait choquer les plus puritains, mais vraiment les plus puritains, hein, un lecteur lambda, pas du tout, par rapport au fait, bon, on peut les voir nus, ou alors pas complètement, tu vois, c'est jamais obscène. Hein. Mais d'ailleurs, il s'excuse de ça dans sa préface, en disant, désolé si je peux choquer par mon dessin certaines personnes, c'est pas du tout le but recherché, c'est vraiment l'illustration de la Genèse, le travail d'une vie, en fait. Hein. Et ça va jamais dans l'outrance ou dans l'obscénité, à aucun moment. Quoi. Ça prend vraiment l'histoire exacte, avec les phrases de texte issues de la Genèse, et il illustre d'un dessin. Donc t'as pas tout le texte forcément, donc il utilise l'illustration pour compléter. Mais c'est vraiment très intéressant. À noter, ce que j'ai trouvé très, très bien, c'est donc là j'ai résumé brièvement en introduction l'histoire d'Adam et Ève. Donc il y a cette histoire de serpent qu'on va revoir dans les œuvres suivantes, j'imagine. Qui est toujours représenté en tant que serpent dans la plupart des œuvres, et là il en a fait un homme hybride serpent. Donc ça peut paraître scientifique, quoi, ça peut paraître bizarre, mais il s'en explique en fait. Il dit tout simplement que vu la punition que Dieu donne au serpent pour avoir donné la pomme à Ève, il ne pouvait avoir la forme d'un serpent avant, vu que sa punition c'est d'en devenir un. Oui, c'est vrai, quelque part. Bah, je vous propose d'écouter justement ce passage. Danny de Galaxy Pop nous a fait l'hommage de nous lire. Ah, incroyable. Merci à toi, Danny. Au serpent, il dit « Pour avoir fait cela, maudit sois-tu entre tout le bétail et les bêtes des champs. Tu ramperas sur ton ventre et mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, et entre ta semence et la sienne. Elle t'écrasera la tête, et tu la mordras au talon. » à la femme, il dit Je rendrai terribles les souffrances de ton accouchement. Dans la douleur tu enfanteras, et pour ton homme tu te languiras, et lui te dominera. à Adam, il dit Parce que tu as écouté à la voix de ta femme et mangé de l'arbre, alors que je t'avais ordonné, tu n'en mangeras pas. Maudite soit la terre à cause de toi. Dans la peine, tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle produira pour toi épines et chardons, et tu mangeras les herbes des champs. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré. Car tu es poussière, et à la poussière, tu retourneras. Bon, bah, j'espère que ça te va, hein. Parce que là, hop, je vais randonner. Je vais randonner maintenant dans ma forêt. Oh là là, 5h moins quart, faut que je me dépêche. Il est incroyable, ce Danny. Merci à toi. Et bonne rando. Et tu vois, c'est ça, la punition que donne Dieu au serpent, c'est de ramper sur la terre et de manger la poussière. Donc, il pouvait pas être sous forme de serpent avant. Mais c'est jamais décrit. Les choses sont pas décrites non plus dans la Genèse. Dans beaucoup d'œuvres, en fait, c'est surtout une représentation du démon, du diable qui tente Ève et qui tente Adam. Donc souvent, le serpent est quand même assimilé au diable. Ouais, mais il devient un animal rampant qu'après. Oui, dans certaines œuvres, en fait, c'est le diable qui prend même l'apparence du serpent pour venir tenter. Donc voilà, moi j'ai pas plus à dire sur ce bouquin, sauf que c'est un super livre. Je crois qu'il est vendu 35 €, c'est toujours disponible. Et est-ce que tu sais pourquoi et comment Robert Crumb en est arrivé à dessiner la Genèse, quoi? D'où est-ce que lui est venu cette envie, cette idée? Est-ce que c'est une commande? Est-ce que c'est pas son credo habituellement? Enfin, je suis même pas sûr qu'il soit vraiment croyant d'ailleurs. Je sais pas si tu as eu des infos à ce sujet. Non, mais il est vieux. Il doit vouloir faire quelque chose pour expier tous les péchés qu'il a fait dans ses autres bandes dessinées auparavant. Ça peut être une bonne raison. Non, mais c'est un mec, il a sorti d'autres choses, il a illustré plein de... Chez Cornelius, alors moi j'ai pas trop lu tout ce qui est sorti justement depuis les années 90. À part les premiers qu'il a fait avec sa femme, t'as Mes femmes qui étaient sorties chez Albin Michel, Belle de jour également, qui est pas dans le délire hippie comme avant. Et après, il a fait pas mal de trucs qui sont chez Cornelius, qui sont beaucoup plus sérieux, beaucoup plus avec un travail de recherche derrière. Et la Genèse est dans cette continuité-là.
Sauf que là, moi, ça m'a fait un choc parce que je passe vraiment du Crumb de Monsieur Snoid à l'histoire d'Adam et Ève de la Genèse. Donc, Oui. mais c'est tout un travail qu'il a fait dans son évolution personnelle. Hein. À noter que ce bouquin a eu le Harvey Award du meilleur dessinateur en 2010 et que Robert Crumb, il a quand même eu le Grand Prix d'Angoulême en 1999. Ouais, allez, on commence par une descente de police pour des trucs avec de l'inceste et on finit par le Grand Prix d'Angoulême. Franchement, Bastien, si tu nous écoutes, tout n'est pas perdu. Qu'est-ce que j'ai tellement... Oui, tu voulais dire. Moi, je voulais juste te dire que bon, tu m'as envoyé quelques planches tout à l'heure, et c'est vrai que c'est très chouette, quoi. J'ai vu des planches notamment où il dessine Dieu, et il fait vraiment peur, quoi. Enfin, il fait vraiment peur. Il fait vraiment... c'est un dieu qui en impose. Me fait penser un petit peu, tu sais, aux représentations qu'on peut avoir de Zeus dans la mythologie grecque. Seul le pécheur peut avoir peur de Dieu. Roland. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment chouette. Je voulais me le prendre, moi je l'ai pas forcément trouvé d'occasion, et j'avais plus le temps de le prendre, mais je pense qu'à terme, si j'arrive à tomber dessus, je pense que je me paierai, quoi. Pour dire franchement, moi je l'ai pris d'occasion, parce que je savais pas à quoi m'attendre. Je regrette. Alors, il est en super état. Mais je regrette presque de l'avoir en quasi neuf, quoi. Vraiment, c'est un bouquin qui vaut le coup, quoi. C'est noté. Donc, 35 balles, ça va, quoi. Donc, la Genèse de Robert Crumb aux éditions de Noël. Merci à toi. 220 pages. J'ai cru que t'allais dire 220 €. J'ai eu peur. Ça marche. Pas encore, bientôt, Roland, dépêche-toi. Bien, merci pour ce premier titre de 6 pages sur Adam et Ève. Tu as bien travaillé. J'espère que je vous ai donné envie, mais c'est une bonne porte d'entrée pour Robert Crumb, pour ceux qui ne veulent pas lire des choses... c'est pas trop chiant, parce que la Bible, quand même, faut se la farcir, quoi. On connaît tous l'histoire. Non, ça va, le dessin les sublime dessins, l'histoire. ils sont super, voilà. Exactement. Okay, ça marche. Bien. Allez, maintenant, c'est moi qui vais m'y coller, du coup. Et alors c'est toi. Ah, un film, c'est ça ? Voilà. Et moi, du coup, effectivement, je te propose de repartir au cinéma. Alors, il y a eu pas mal de trucs sur Adam et Ève. Il y a eu des films très mauvais. Alors, j'ai pas vu tout, les films sur Adam et Ève. Et j'en ai sélectionné un dont tu m'as soufflé le titre d'ailleurs, parce que je t'avoue, je l'avais pas forcément dans mon collimateur, que je ne connaissais absolument pas avant de préparer cette émission. Et c'est quand même quelque chose qui vaut son pesant de cacahuètes. Donc pour mon premier choix, j'ai choisi de vous parler d'un film italien de 1983, et je l'ai déjà dit, je le répète, c'est une très bonne année. C'est un film qui est intitulé dans son titre originel Adamo ed Ava, la prima storia d'amore. C'est beau. Et en français, Adam et Ève contre les cannibales. Ah bah oui, il fallait au moins ça dans le titre français, évidemment. Un petit titre putaclic, comme on ne le disait pas encore à l'époque, mais bref. Donc c'est un film du réalisateur italien, on l'a compris, c'est un film italien de Luigi Russo. Alors j'avais jamais vu de film de ce réalisateur, et je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur sa filmographie. Il a été scénariste pour pas mal de films érotiques italiens, et il en a même réalisé quelques-uns, et parmi ses titres, alors je vous donne 3 titres, La Bella e la Bestia, donc là je pense qu'il n'y a pas besoin de traduction, Pensione Amore Servizio Completo, et Una Bella Governante di Colore. Ah, d'ailleurs, sur ce dernier titre, on aurait très bien pu aborder ce film dans notre épisode sur les bonnes à tout faire. Donc effectivement, je ne l'ai pas vu, mais voilà, il est question d'une gouvernante noire dans une famille italienne, et je pense que ça peut être un film intéressant. Peut-être qu'on y reviendra plus tard, on verra. Ah, j'ai lu le site de celui-ci, je vois lequel c'est. D'accord. Bon. En tout cas, il m'a fait de l'œil, je me le suis noté dans un coin. Et donc, en 83, il réalise Adamo ed Ava, la prima storia d'amore. Oui, j'ai fait italien LV2. Le film débute donc sur la création de la Terre, où on va voir tout un tas de volcans en éruption, c'est le déluge complet, la Terre est en train de se former sous nos yeux, et donc notre bon Adam, façonné par Dieu avec de la glaise, apparaît surgissant dans une espèce de cocon d'argile, tout nu et tout bronzé d'ailleurs. Donc il naît comme il éclot en fait, voilà. Dans la Bible, voilà, c'est Dieu qui façonne avec de la glaise. Là, on voit pas Dieu, on voit pas la main de Dieu, mais on voit qu'il sort d'un espèce de cocon de la terre. Et donc c'est un bel effet aux cheveux longs châtains. Et le voilà qui va parcourir le jardin d'Éden, tout fraîchement créé, mais il va se sentir bien seul. Alors, il ne va pas demander à Dieu de lui créer une femme, il va se faire une femme lui-même. C'est-à-dire qu'il va modeler une femme avec le sable de la plage. Voilà, il va prendre du beau sable fin et il va s'imaginer une compagne. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il a jamais vu de femme de sa vie, mais il a déjà imaginé
tous les attributs nécessaires pour avoir une parfaite femme, donc avec des seins voluptueux, etc. Mais voilà, la pluie se met à tomber, et donc il se précipite pour se coucher sur son œuvre pour éviter qu'elle ne fonde par la pluie, et Dieu, bien sympathique, décide alors de son œuvre de faire surgir Ève, donc de ce tas de sable. Donc Ève apparaît alors une belle femme, toute nue également, aux longs cheveux blonds, voilà, tel qu'on peut se l'imaginer. Et donc voilà qu'on va se retrouver avec nos deux protagonistes qui vont pouvoir se tenir compagnie dans ce beau jardin, entouré d'animaux en tout genre. On va les voir courir sur la plage, sur fond de musique romantique, faire des câlins aux animaux au jardin d'Éden, se baigner dans la mer, bref, la belle vie. Et là où c'est intéressant, c'est que d'habitude on a tendance à arrêter grosso modo l'histoire d'Adam et Ève quand Ève croque la pomme. Et là, figure-toi que ça arrive à peu près au bout de 20 minutes de film seulement, donc c'est assez rapide. Et donc toujours à cause du perfide serpent, hein, on voit un serpent avec une espèce de voix off qui dit « Ève, mange la pomme !» Et Ève, malgré les mises en garde d'Adam, va croquer la pomme et entraîner Adam dans sa faute. Seguimi, Eva. Vieni a mangiare la mela. Eva, non mangiarla. Ma è soltanto una mela? No, non mangiarla. Et là, le film va prendre un tournant assez singulier, hein, on va pas se mentir. Il prend, on va dire, un petit peu ses distances avec le script originel et il vire complètement au nanar, puisque, juste après avoir croqué la pomme, il découvre aussitôt, par la même occasion, les joies des parties de jambes en l'air, donc c'est l'euphorie, hein, sur le moment, voilà, tout est beau, tout est parfait, mais l'euphorie va être de courte durée, puisque Dieu ne va pas tarder à punir le couple en déclenchant les pires cataclysmes sur Terre. Alors on l'avait déjà un petit peu vu au début du film, mais là avec les images de la création du monde, et là avec le déluge ça se confirme, le réal il a clairement été pioché dans un stock shot d'images de reportages d'éruptions volcaniques en tout genre et toute catastrophe. Alors ça aurait pu être une bonne idée en vrai, hein, pour illustrer le déluge, si ça n'avait pas été une putain de différence de qualité d'image qui sont complètement dégueulasses dans ces espèces de parties qui ont été tirées de documentaires en tout genre, donc ça c'est dommage parce que le film en lui-même est plutôt de bonne facture, mais ces parties-là sont vraiment moins quali et ça se voit tout de suite à l'écran, quoi. Et donc pour échapper au déluge, donc nos amis vont se réfugier dans une sorte de caverne, ils évitent d'ailleurs de justesse un espèce de gros rocher qui roule, un peu comme Indiana Jones, avec le gros rocher qui poursuit Indy, c'est un petit peu ça, mais en plus miteux, voilà. Et ils vont se retrouver coincés à l'intérieur donc de cette caverne où ils ne sortiront qu'une fois le déluge passé. Et quand ils ressortent, ce n'est plus vraiment le beau jardin d'Éden, hein, où il suffisait de se pencher pour cueillir des fruits et ramasser des baies. Non, maintenant, ils sont dans un espèce de désert, il y a un désert qui est à perte de vue, donc ils ont vraiment été sortis du... C'est comme s'ils avaient été téléportés, carrément, parce qu'on voit pas trop, là, c'est pas comme s'ils sortaient du jardin et qu'ils allaient à l'extérieur, là, ils sortent de la caverne d'où ils sont entrés, et donc ils ressortent dans cette espèce de monde désertique. Et donc maintenant, voilà, c'est désert à perte de vue, et donc nos héros décident de partir en quête d'un nouvel endroit plus accueillant, et donc devoir marcher pendant des heures dans le désert à la recherche d'un abri et de nourriture. Et ça fonctionne bien, hein, puisqu'en fait ils vont tomber sur un espèce d'œuf géant avant de se faire attaquer par un espèce de truc pas très joli qui ressemble à un espèce de ptérodactyle. Alors je vais vous passer les détails, mais à partir de là ça part complètement en cacahuète. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais Adam et Ève ne sont désormais plus seuls sur Terre, voilà, hein, parce qu'ils sont partis, je vous rappelle quand même que c'est censé être les premiers hommes, et là ils vont croiser tout un tas de tribus, un peu de toutes les époques d'ailleurs. Ils vont commencer par rencontrer des hommes des cavernes. Alors les hommes des cavernes n'ont pas gêné, ils vont proposer directement à Adam s'il veut pas s'accoupler avec une de leurs femelles, avec les cris de singe là. Ah oui, c'est vrai. Alors Adam visiblement il va décliner parce que je pense qu'il est pas trop fan du poil trop dru, ils doivent encore préférer quand même Ève. Et c'est à peu près à ce moment-là que la première dispute conjugale de l'humanité va avoir lieu, puisque voilà, Adam et Ève vont un petit peu se chamailler sur ce qu'il faut faire maintenant, et les amoureux vont décider de commun accord de partir un petit peu chacun de leur côté, un peu fâchés. Tu va pure di là, io resto qui. Dove stai andando? Torna qui! Voglio vedere se riesco a scoprire qualcosa da quassù. Dove sei? Scendi subito di lì! E invece no. Ti farai male! Segui pure i tuoi uccelli, tanto io non vengo. Sì? Se non scendi giù immediatamente, io me ne vado. Vai, posso benissimo fare a meno di te. Questo lo vedremo. Me ne vado. Et donc Ève, à ce moment-là, va se faire kidnapper par la tribu des peaux vertes.
des hommes des cavernes. Alors, en fait, c'est des hommes qui sont peints en vert, hein. C'est pas des hommes qui sont verts, mais voilà, ils ont de la peinture sur eux. Et elle va rapidement tomber sous les charmes d'un des membres de la tribu, ce qui va faire d'Adam, du coup, le premier cocu de l'humanité. Voilà, donc on perd pas de temps, quand même. Mais voilà que la tribu des peaux vertes ne va pas faire long feu, puisqu'elle va à son tour être attaquée par la fameuse tribu de cannibales, hein, qu'on nous avait promis dans le titre français. Enfin, les voilà. Alors clairement, hein, c'est pas le sommet du film, mais voilà, c'est sûr qu'en mettant ça dans le titre français, ça a été un petit peu plus racoleur. Bon, alors, je vais vous passer les détails, mais en gros, voilà, Adam va finir par sauver Ève, qui va laisser tomber son Green Guy pour retourner avec son homme après quelques aventures, dont un combat avec des loups. Ils finissent tranquillement leur vie de couple, en vivant de chasse et de commerce avec d'autres petits villages qui sont là, on ne sait pas pourquoi, voilà, bref. Et le film va se terminer, je vous le donne en mille, par l'accouchement du premier bébé de l'humanité, qui du coup n'est visiblement pas le premier bébé de l'humanité. Et Ève va accoucher directement dans la mer. Et d'ailleurs, à un moment, parce que je suppose que tu as vu le film, on va pouvoir échanger, à la fin, moi j'ai vraiment flippé, parce qu'à un moment donné, donc Ève accouche dans la mer, et là tu vois Adam qui lève les mains, et t'as une grosse vague qui arrive, et moi je me suis dit, oh, le bébé, il va être emporté dans la mer, ils vont perdre le bébé. Et non, voilà. Et voilà, clap de fin. Donc c'est une vision assez particulière, mais au final, j'ai quand même passé un bon moment devant ce film. Alors c'est clairement un nanar, mais un nanar qui se regarde bien. Tu l'as vu du coup ? Oui, je l'ai vu. Alors, moi j'ai beaucoup aimé. Alors moi, ça me gêne toujours le truc de nanar, parce que nanar, c'est un mauvais film sympathique. Oui. Alors celui-ci, effectivement, c'est un mauvais film sympathique, je suis d'accord, mais l'auteur, j'imagine, l'auteur n'était pas sérieux quand il l'a fait. Tu vois, c'est rempli de blagues je ne et de sais pas, gags, parce quoi, que ça en fait. cabotine quand même pas mal. Quand même. Les acteurs sont vachement sérieux. Notre Adam, il est à fond quand même. Ouais, mais tu sais, quand ils se disputent, c'est qu'en fait, quand ils quittent le paradis, ils commencent à connaître, à avoir le sentiment de honte, de gêne, donc à s'habiller et tout ça, hein, un petit peu comme l'histoire dans la Bible. Mais ils vont commencer à avoir des disputes. Ils disent, ah, c'est de ta faute si on a mangé le fruit. Oui, mais tu veux toujours avoir raison. Oui, mais c'est moi le chef, je suis un homme. Oh, mais tu m'aimes pas, Adam. Et tout. Comme moi, ça m'a fait marrer. Oui, Quoi. c'est très Je suis drôle. vraiment entré dans le film, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Je ne savais pas que c'était des images de documentaire. Moi, j'étais vraiment pris dans le truc en disant, oh, c'est quand même des super beaux les décors. Ah oui, moi si ça je me se voit suis fait tout de suite, complètement avoir. Ah ouais? Moi, Ah non, ça se voit. Moi, je me laisse aller, tu sais, quand je regarde les films, je me laisse complètement et j'apprécie, quoi, en fait. Donc, je suis pas là, ah, c'est mal fait, c'est du caoutchouc, c'est-à-dire que le mais qu'on complètement. voit à un moment, moi, j'ai trouvé génial, là, tu vois, je rentre vraiment dans le truc. Donc, ouais, moi, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, effectivement, c'est exactement l'histoire que tu décris. Je rajouterais quand même que la scène des cannibales, il y a quand même une scène assez gore. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà, et sinon, Ève, elle est jolie. Adam est sympa. T'as pas parlé de l'acteur? Alors, si, tiens, je voulais y revenir. Alors, juste avant, quand même, parce qu'on parlait des scènes, il faut absolument quand même que je parle d'une scène incroyable, la scène avec l'ours. Alors, parce qu'à un moment donné, on assiste quand même à un combat de coq entre Adam et son prétendant de la tribu des peaux vertes, là. Et il arrive un ours brun. Alors, on avait déjà bien rigolé dans l'émission sur les chats quand on avait parlé de Chatran qui se battait contre un grizzly. Sauf que si Chatran affrontait un véritable grizzly, hein, là, on a quand même le droit, je pense, à l'ours le plus miteux qu'on ait jamais vu dans l'histoire du cinéma. Ah, tu connais ma fascination pour les taxidermies foirées. Je me marre en éclusant les sites de taxidermie avec des trucs complètement pourris. Ce truc, l'ours là, il est complètement horrible et creepy. On a l'impression que c'est un ours empaillé avec un acteur dedans. C'est dégueulasse. Mais franchement, rien que pour cette scène complètement folle, je suis content d'avoir vu le film. Tu sais, le pérodactyle, c'est rigolo aussi, il est super mal fait, quoi. C'est dégueulasse, mais il le tue, tu vois qu'il tord et tout, et après t'as Ève qui prend son aile et qui la met devant ses entrejambes comme si c'était une jupe, tu vois. Oui, c'est ça, ils se font une jupe de ptérodactyle. Tout à fait. Alors effectivement, je n'ai pas dit de petits mots sur les acteurs, donc Ève est interprétée par la belle Andrea Goldman. Alors cherchez pas, parce qu'a priori, c'est visiblement son seul rôle cinématographique. En tout cas, moi, je n'ai rien trouvé d'autre. Et son compagnon, Adam, lui, est joué par Marc Gregori, qui a quand même eu une petite carrière dans le ciné-bis italien. Alors, j'ai pas vu ses autres films, mais a priori, il a été le personnage principal de quelques franchises de films à gros bras, comme Bronx Warrior ou la trilogie Thunder Warrior. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à aller faire un tour sur le site de Dan Harland, qui a visiblement chroniqué tous les films de sa carrière cinématographique. Mais c'est a priori, voilà, clairement un acteur qui était connu pour ses gros bras dans des films un peu musclés, quoi.
Oui, qui a une fin tragique aussi, parce que justement, j'ai lu sur le site de Danarland. En fait, à un moment, il a quitté le milieu du cinéma, assez jeune quand même, et il est parti, il est parti de tout. Et apparemment, à la fin de sa vie, il dessinait des madones qui vendait pour subvenir à ses besoins. Il vivait très pauvrement et simplement et il a fini par se suicider. Ah mince, d'accord. Ouais. En 2013, en prenant plein de médicaments. Mince. Voilà. Ah Et c'est quelqu'un donc, qui a joué plein de rôles comme ça où il avait quand même un style toujours à peu près la même tête. Et c'était les films Thunder Tree, là, Thunder Warrior. Tous les Bronx, les Warriors du Bronx, les guerriers du Bronx. Et il a fait tous ces nanars et après il a disparu et il est mort. Voilà. Ah bah ça me fiche un coup, tiens. Je ne savais pas. Ouais. Et donc c'est d'autant plus intéressant de regarder Adam et Ève contre les cannibales. Mais oui. Alors, on vous l'a dit, ce film c'est un grand n'importe quoi, mais en même temps, effectivement, il y a quand même une certaine prestance et un sérieux des acteurs tout au long du film qui quand même tiennent la route, même si le scénario est un peu what the fuck. Ouais. Et finalement, on va quand même retrouver tous les grands thèmes liés à Adam et Ève, la naissance d'Adam et de Ève, le serpent, la pomme, les plaisirs charnels, la procréation. Allez-y les amis, c'est une très bonne découverte. Ouais, et c'est pas ennuyeux parce que non, tu c'est peux avoir vrai. des vieux nanas et ça, tu te fais chier. Là, tu t'ennuies pas. Ça se regarde bien. Non, c'est pas. J'ai vraiment pris mon plaisir à regarder ce film pour ce qu'il est. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un très bon film de cinéma bis italien. Et je vous dis, je pense que je vais explorer un petit peu plus en profondeur la cinématographie de ce réalisateur. Donc voilà, merci pour cette découverte, parce que oui, c'est toi qui m'as demandé de le regarder pour présenter l'émission. On est quand même une bonne équipe, tu m'as montré le film, je l'ai regardé, tu l'as regardé parce que je te l'ai reco. Si ça, c'est pas du travail d'équipe. Non, alors en fait, je pense que c'est toi qui n'as pas de mémoire, parce que je crois que c'est toi qui en as parlé à un moment, et je t'en ai reparlé, tu t'en souvenais plus, et du coup, voilà, on reste une bonne équipe quand même. Voilà, bon résumé. Et je tire pas la couverture à moi. Voilà. Bien, on va commencer notre première petite partie de quiz. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais ça va être une émission un peu chill, un peu courte. On a choisi 2 œuvres chacun. Donc là, on vient de faire notre première. Et on va passer sur la première partie de quiz. Et je vais te laisser me défoncer sur tes Adam et Ève célèbres, du coup. Non, j'ai fait un truc célèbre. C'est les Adam et Ève célèbres. Donc le jeu, c'est que je donne une description. Et la réponse, c'est quelque chose avec Adam ou Ève dans le nom. Voilà. Ok. Les Adam et Ève célèbres. Je vous le dis tout de suite, j'ai eu beaucoup de mal à faire ce quiz parce que c'est pas si évident de trouver des Adam et Ève. Adam et Ève, finalement, n'est pas autant représenté que ça dans la pop culture, contrairement à d'autres sujets qu'on a pu aborder. Donc, première question. Je suis un acteur, humoriste, chanteur, scénariste, producteur et musicien américain né à New York en 1966. À 66. Wow. Alors j'aurais dit Adam Sandler, parce que c'est à peu près celle que je connais, mais il me paraît pas Bravo. Je l'aurais pas vu si vieux que ça. Ok. Bien joué. Putain, en plus, je me dis, il va me dire, il allait râler en disant, mais comment tu veux que je les trouve comme ça? Et donc, j'avais préparé la liste de films. Adam Sandler, ouais. Oui. Donc, il a joué dans Click, Rien que pour vos cheveux, excellente comédie, Mi-temps ou mi-tard, Copain pour toujours, Big Daddy et plein d'autres. Tout n'est pas bon, mais il a fait du très bon et du très moyen, voire du mauvais. Oui. Donc voilà, tu vois que tu t'en sors bien. Deuxième question, je suis le dessinateur de la série de BD Game Over. Game Over. Ah bah c'est Adam. Le nom de famille. Merde. Game Over. Là t'as son prénom déjà. Oui, t'as son prénom. J'ai moitié de la réponse, ça fait déjà un demi-point. Adam. Alors, attends, je vais essayer un truc. Adam Parker. Non, Adam Devreux. Adam quoi? Devreux. Ah. Ou Devreux. D'accord. Voilà, Devreux. Voilà. Bon, non, je ne connais pas. Je ne connais pas cette série non plus d'ailleurs, Game Over. C'est rigolo. Lis pas ça, tes filles, quoi. C'est les BD où il n'y a rien à lire. Donc souvent, les enfants adorent. Ok. Toi aussi. C'est sympa. Troisième question. Je suis Miss Nord-Pas-de-Calais 2023. Ouais, je l'ai vu. J'ai oublié. C'est Ève. Oui, ouais. Non, mais je le sais parce que j'ai un petit peu cherché. Mais... C'est également Miss France 2024. Oui. Ouais, mais je l'ai pas. Je te pensais mais j'avais un petit peu regardé. Je l'avais repéré dans les F célèbres entre guillemets, mais j'ai pas le nom. Ouais. Non, Ève. Ah là là, Ève Gilles. Ève Gilles, d'accord. T'es sûr que c'est pas Gilles, c'est pas Monsieur Gilles Ève?
Ah bah non, Miss France. Ah oui, d'accord. Ah, on sait Ouais, jamais, sait maintenant on est en maintenant, 2024, ouais, 2025, tout est possible. je sais pas. Mais de toute façon, il y a F dedans, donc Ok, j'ai gagné. ok. Je suis l'anti-Shazam dans les DC Comics et j'ai même le droit à une adaptation au cinéma où The Rock joue mon rôle. Bon. Film récent. Ouais, alors, j'ai Shazam, mais je l'ai pas regardé. J'y connais rien en comics, je sais pas. Black Adam. Ah. Oh. Black Adam. Et il est noir. Black Adam. Bah, dans le film, oui. En fait, il va être très rapide, je sens ce quiz-là. Bah oui, on a déjà fait la moitié. Alors, une facile pour toi, que je te dédicace spécialement. Je suis l'amoureuse de Daniel Craig dans le James Bond Casino Oh Royale. putain, j'en ai aucune idée. Oh putain. L'amoureuse de Daniel Craig. Mais ton sosie. Putain, ouais, mais... C'est une actrice très connue. Une actrice très connue. Il faut le nom de l'actrice. Le nom de l'actrice, d'accord. Ève Ruggieri. Oui. Non, Eva Green. Oh, Eva. Ouais, Eva, ouais. Ah, putain. Bah oui, Eva, oui. Vesper Lind. Oh, putain, le naze. Ok, d'accord. Mais si vous perdez, notre gouvernement aura directement financé le terrorisme. Alors je compte bien garder l'œil sur l'argent de l'État, plutôt que sur votre exceptionnel petit cul. Vous avez remarqué. En fait, j'ai regardé les Ève, mais j'ai pas regardé les Eva. J'étais con. Ah bah non, moi j'ai regardé spécialement les Eva. Je me suis dit que t'allais regarder les Ève, donc... Alors, je suis le nom d'une famille, mais je ne suis pas Ève. Attends, je suis le nom d'une famille, mais je ne suis pas Ève. Oui, c'est la question du Sphinx. Ah, la famille Adams. Bravo. Ok. Ah, heureusement tu l'as eu, sinon je serais prêt traité de... non, mais en plus, j'y ai pensé en disant non, mais il va pas me le poser, c'est un nom de famille. Mais je m'étais posé la question. Oui, la famille Adams, ok, d'accord. Je suis un géant humanoïde d'appartenance mécanique qui va essayer de protéger la Terre des créatures géantes du nom de anges qui apparaissent après une catastrophe terrestre nommée le Second Impact. Dans 2 heures. Alors là, c'est la honte de pas avoir la réponse de ça. Tu vas te Attends, prendre des haters. Tu peux répéter ? Je suis un géant humanoïde d'appartenance mécanique qui va essayer de protéger la Terre des créatures géantes du nom de anges qui apparaissent après une catastrophe terrestre nommée le Second Impact. J'ai peur que ça empiète sur une de mes questions de quiz, ton truc là. Ouais, je vais dire que je sais pas, mais je pense que je sais. Non mais dis. Eva. Ouais. Eva de Néon Genesis Evangelion. Oui, bon, non mais voilà. Je suis un humoriste qui est autant Ève que Adam. Je suis un humoriste qui est autant... Oh non, pas lui. Je déteste Kev Adams. Kev Adams. Et c'est en préparant ce quiz que j'ai compris le jeu de mots de son nom de scène. Bah, je sais pas si c'est lié à ça, mais c'est quand même très il s'appelle pas Kevin, simplement. Kevin, je sais pas. Oui, mais que ça passe à Kev Adam. Ça fait Eve Adam. Ouais, enfin, ça le fait pas remonter dans mon estime pour autant. Ah, ça se trouve, t'as rien compris depuis le début et tu vas l'adorer. Un peu de chance, ouais. Non, moi, j'ai rien, c'est ma femme qui aimait beaucoup Kev Adams à l'époque. Je suis un des personnages de la série de super-héros Invincible, adapté en dessin animé depuis 2021, diffusé sur Amazon Prime. C'est Ève de la famille des Invincibles. Non, c'est Atom Ève. Atom Ève. Ah bah oui, voilà. Putain, non mais attends. Ah oui. Non mais en plus, alors pour la petite histoire, évidemment que je connais. Je joue au jeu vidéo Atom Ève. Ouais, il y a un jeu vidéo, j'ai vu. Ouais. Je connais pas. C'est bien ça. Écoute, c'est un jeu qui était filé, je crois, à l'époque par Epic Games, donc je l'avais téléchargé, j'avais essayé. Ouais, ça va. Ça casse pas des briques, mais ça se l'est joué. Ouais. Donc oui, Atom Ève, évidemment. Ouais. Oui, ouais, j'ai. En fait. Voilà. Pourquoi je suis un peu con, parce que dans ta question, t'as dit Invincible, et dans ma tête, je pensais Indestructible, le dessin animé Indestructible, alors que ça n'a rien à voir. Mais... Donc c'était bien un quiz facile où tu pouvais avoir toutes les bonnes réponses, non, mais clairement, à chaque fois, t'as une bonne excuse. Voilà, non, mais, mais clairement. Ouais. Je comprends, hein, après... C'était la dernière question. Un jour, mauvais toujours. Non, la toute dernière, t'as pas compté ? Non, je te fais confiance. J'en ai posé que 9. Ah bah, allez, encore une dernière.
Alors, celle-ci, si tu l'as pas, alors là, c'est aussi une horde de haters qui vont venir t'attaquer pendant ton sommeil. Je suis l'acteur du fils de Han Solo dans Star Wars 8. Oui. Oui, alors pareil, je vois, mais j'ai plus... Non, mais je vois. J'avais essayé de réviser un petit peu ce matin. Oh là là. Et, c'est Adam, mais alors Star Wars, c'est pas trop ma cam. Qu'est-ce que t'as dit? La honte. Comment ça, c'est pas ta cam Star Wars? Tu m'as pris pour un Wookie. Pour le coup, maintenant je... Non, mais attends, ça va me revenir. Pas fan de Star Wars. C'est un bon conducteur, non? Adam Driver. Ah, très bon. Oui, bah oui, quand même. Oui. Voilà. Fallait que ça fasse le tour du cabochon, ouais. Pour la petite histoire, j'avais révisé un petit peu, donc comme je te l'ai dit, et je m'étais servi également. Je voulais tester la nouvelle IA française là, dont on parle beaucoup, qui s'appelle Chat, simplement Chat, et voilà. Donc je lui ai demandé de me donner une liste de toutes les F célèbres. Et cette IA qui est censée concurrencer ChatGPT est vraiment très rapide à la réponse. J'ai eu la réponse en une demi-seconde et il m'a listé 100 F célèbres. Et je vais te donner quelques-unes de ces réponses quand même parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Alors, Eve, chanteuse japonaise. Eve, chanteuse finlandaise. Eve, chanteuse sud-coréenne. Et ça continue comme ça. Taïwanaise, française, belge, canadienne, australienne, néo-zélandaise, suédoise. Et j'ai une liste comme ça de 50 Eve qui sont chanteuses de tous les pays possibles du monde. Je pense que la France est mal barrée avec son IA. Ça craint. Et je vais télécharger. Bon, bah écoute, oui, merci pour ce quiz qui n'était pas trop niqué. Alors moi, j'en avais deux. Trop difficile. J'en avais repéré 2-3 autres. Je pensais que on m'en parlerait. Alors après, c'est peut-être mon côté... mes études qui ressortent, mais j'avais pensé tout de suite à Adam Smith, le grand économiste. J'ai pas pensé à effectivement, effectivement, Adam Smith. Ouais. Mais je pensais pas que tu le trouverais. Et puis j'ai découvert aussi une Eve. Alors il y avait Evangeli, je pensais que j'avais quand même le droit à Evangeli, j'ai pas eu le droit à Evangeli. Et puis je pensais que, alors je savais pas, mais il y a Eve Curie, donc la fille de Marie Curie, qui a priori était une pianiste célèbre aussi. Putain, la fille de Marie Curie. Ouais, mais qui était aussi une heureusement que c'est pas toi qui as fait ce quiz. Qui était une célébrité. Alors, je suis la fille d'une scientifique célèbre. Non, c'est ça. Bon, bah voilà. Bon, bah, merci pour ce quiz. Pas trop. Je t'en prie. Merci pour tes bonnes réponses. Alors, c'est toi qui vas nous parler maintenant de ta deuxième œuvre. Ah oui, déjà. Et ça va vite. Bah ouais, dis donc, on est à peine à une heure d'enregistrement. Tu vas nous parler d'un manga. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, et je vais aller assez vite d'ailleurs. Ah, étonnant. Je vais vous parler d'un manga qui, au vu du titre, ne peut pas être un hors-sujet. Je vais vous parler, bien entendu, du manga Adam et Ève de 2015, dessiné par Yoshi Ikegami et scénarisé par Hideo Yamamoto. Quel est raté. Alors, les auteurs, Ryoshi Ikegami, bien entendu, que tu dois connaître, mon cher Roland, c'est quand même le dessinateur, entre autres, de Crying Freeman, qu'il a fait en 1986 avec Kazuo Koike. Ou Kazuo Koike, qui a donc fait Lady Snowblood et Lone Wolf on Cube. Et Ryoichi Ikegami a aussi fait Sanctuary, qui est lui scénarisé par Buronson, le scénariste de Ken le Survivant. Donc c'est du lourd. Et donc Hideo Yamamoto au scénario, et c'est autre que le scénariste de Ichi the Killer ou encore Homunculus. Homunculus, ouais. Comment ça? Ça va pas. Donc Ichi the Killer, une petite parenthèse, c'est quand même un manga qui n'est plus disponible d'ailleurs actuellement, dont il y a une adaptation par Takeshi Miike, qui n'est plus disponible non plus, mais il ressort là en haute définition chez Carlotta actuellement. Là, je dois l'avoir en DVD, je crois. Mais là, il sort en Blu-ray 4K. Ça va te brûler les yeux. Voilà. Donc au vu de ces auteurs, on a compris qu'on est quand même devant du lourd, hein, et c'est peut-être justement ce qui y a nui à ce manga au moment de sa sortie en France en 2017. Donc manga en 2 tomes, hein, c'est sorti chez Kazé. Kazé, c'est Crunchyroll, c'est ça, Crunchyroll maintenant. Kazé. Ouais.
Et donc, devant ces noms, les gens ils s'attendaient vraiment à une master class, un titre incroyable avec ce scénariste et ce dessinateur. Et en fait, c'est uniquement une bonne série B en manga sympathique, on va dire. Moi, j'ai bien aimé, mais ça reste sympathique. Donc, brièvement, de quoi ça parle Adam et Ève? De Adam et Ève. Et non, pas seulement. En fait, c'est une histoire qui est presque en huis clos. Ça se passe dans une sorte de bar privé qui regroupe les big boss des Yakuza. Ils sont tous réunis pour une réunion. Ils viennent parler affaires, ils sont tous bien habillés, ils ont tous des bonnes têtes de Yakuza. Ils sont accompagnés de jolies jeunes femmes qui ont toutes les yeux bandés pour pas qu'elles les reconnaissent. D'ailleurs, je crois que ça commence quand on voit parler de ces jeunes femmes ensemble, une qui explique à l'autre que elles ont les yeux bandés pour pas savoir qui c'est, parce que c'est des très grosses pointures du milieu des Yakuza. Et là va surgir un homme et une femme invisibles qui va commencer à les attaquer. Alors, vous allez me dire comment on sait que c'est un homme et une femme invisibles, étant donné qu'ils sont invisibles. En fait, les premiers plans où on voit ces personnages invisibles, on voit que leurs pieds avec des chaussures, qu'on voit que leurs chaussures, et donc il y a une paire de talons aiguilles et une paire de chaussures de ville classiques. Et après, ils enlèvent leurs chaussures et ils sont complètement invisibles. Et voilà, ça c'est l'histoire d'Adam et Ève. Mais ça s'arrête pas là, c'est un peu plus complexe. Il faut savoir que les Yakuza, alors déjà le boss il s'appelle Smell, et il a un don spécial. Il a un odorat ultra développé. Alors il boit d'ailleurs son whisky par son nez, pour pouvoir, et ça lui monte à la tête et ça développe son pouvoir sensoriel. Rien que de l'imaginer, j'ai mal au nez, quoi. Ah, c'est du bon whisky par contre qu'il boit. Et tous les Yakuza, alors j'ai plus leur nom, mais ils ont tous des dons du style une ouïe ultra développée, un toucher super développé, les 5 sens, une vue super développée. Voilà, ils ont tous les 5 sens et plus, quoi. Il y a un peu plus de sens, mais ils ont tous des super pouvoirs. Et donc quand ils commencent à se faire attaquer, ils vont utiliser leurs dons pour essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en fait, quand on a un qui doit se prendre un coup, on comprend pas ce qu'il y a, et après il y a une arme qui s'envole, et petit à petit, grâce à leur pouvoir, ils comprennent qu'ils sont face à un homme et une femme invisibles, deux personnages invisibles. Ils comprennent après que c'est un homme ou une femme. D'ailleurs, il y en a un qui va commencer à en toucher une, qui est invisible, et voilà, il y a alors toute une histoire autour de ça. Mais petit à petit, les Yakuza vont croire réussir à les dompter, mais eux, en fait, ne font que manipuler, et ils vont les décimer petit à petit. Tu vois venir ma question. Bah oui, la question est, qui est ce couple? Quel est le rapport? Pourquoi? Avec Adam et Ève. Pourquoi? Justement, pourquoi ils attaquent les Yakuza? Comment va finir cette histoire? Est-ce que c'est le couple qui va gagner, ou est-ce que c'est les Yakuza? Et est-ce que ce titre est hors sujet? Alors, ces réponses, vous les saurez en lisant ce manga, parce que je ne vais pas spoiler la fin, mais je peux vous l'annoncer, ce n'est pas hors sujet, et la fin est plutôt surprenante, et on est bien face à une sorte de réincarnation d'Adam et Ève, ou non, je ne sais pas comment dire, une transposition d'Adam et Ève sur Terre, attirés par un mystérieux pouvoir, et qui vont enfanter une entité. Voilà, je peux pas trop en dire parce que il faut le lire, c'est 2 tomes. Ouais, je peux pas dire la fin de 2 tomes, quoi. Mais c'est Adam et Ève, voilà. De toute façon, on le comprend en voyant le titre du bouquin. Oui, pour le coup. Mais comment ils en amènent à faire que c'est Adam et Ève et l'explication? Parce qu'en gros, à la fin, ils se font tous décimer, il y en a un qui disparaît. Je spoil 2 secondes, donc avancez un petit peu si vous voulez pas savoir. La police enquête, et là, il reste un seul survivant qui est aveugle, justement. Et ils vont commencer à l'interroger, et là, tu as ces entités qui arrivent, et ils vont faire appel à 2 jumelles qui sont spécialisées dans tout ce qui est extrasensoriel, qui sont ultra intelligentes. Et là, elles vont faire le rapprochement, en fait, avec ce que dit le dernier survivant, et que ces entités sont un peu l'incarnation d'Adam et Ève, les premiers êtres de l'humanité, qui vivent dans un monde parallèle. Et en fait, ces Yakuza qui sont mauvais ont réuni des pouvoirs exceptionnels qui ont attiré ces entités. Et donc ils les tuent, non pas pour une raison, mais plus pour s'amuser, et essayer de retirer cette entité quelque chose qui deviendra en fait leur enfant, qui vont enfanter, qui deviendra un autre personnage extrasensoriel, comme ça. Ok, que de mystère.
Alors, déjà, les dessins, moi, je les adore. C'est mieux dessiné que Crying Freeman. Bah, j'ai pas reconnu le trait, pour le coup. Ouais. Bah, c'est beaucoup plus récent, donc il s'est bien amélioré. Il y a des scènes assez violentes, comme dans les mangas, assez classiques avec des Yakuza. Il y a des scènes, il y a quand même un truc sexuel qui se dégage du lieu, parce que déjà, t'as ces femmes avec les yeux bandés qui sont dedans, donc t'as quand même une ambiance un petit peu glauque comme ça. Alors, bien qu'il n'y ait rien, qu'il n'y a aucune scène visible, mais tu vas avoir une scène de sexe avec les personnages invisibles, en fait. Donc on voit rien, mais il y a quelque chose qui s'en dégage. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, et surtout en 2 tomes. Moi je le recommande. Avec une fin mais sachant encore une fois. Qui tient la route. Ouais, justement, c'est étonnant. Moi je trouve ça étonnant, je trouve ça bien amené, ça tient la route. Donc pour moi ça me va. Faut avoir l'esprit ouvert, bien sûr. Hein, si t'es un peu trop cartésien, tu passes à côté. Oui. Mais le truc, c'est je le recommande, mais comme j'ai dit au début, les auteurs sont quand même des monstres du manga. Oui. Et là, on n'est pas devant un truc, on n'est pas devant des œuvres comme j'ai pu le citer au début, mais ça reste une excellente série B. Et tu penses que ça a été rushé pour une fin précipitée, ou c'était vraiment l'objectif? Ah non, pas du tout. Ça a été pensé pour être 2 tomes, quoi. Ah ouais. Ok. Ah oui. Déjà, ils ont réussi à tenir 2 tomes, c'est bien. Bon, je pense que je vais faire mon pigeon sur ce coup-là. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que quand tu me parlais de mystère, en disant mais on sait pourquoi c'est Adam et Ève et tout, ça m'a rappelé une devinette que me posait mon papa quand j'étais petit. Je vais te la poser. Et c'est un rapport avec Adam et Ève. Vas-y. C'est un archéologue qui va dans la montagne et qui découvre 2 corps nus pris dans la glace, parfaitement conservés. Et l'archéologue, au premier coup d'œil, dit « Oh, je viens de découvrir Adam et Ève. Comment sait-il qu'il est en face d'Adam et Ève et pas de n'importe quel autre couple ?» Il y en a un qui a une côte en moins. Voilà, c'est pas évident à voir à travers la glace. Non, il y a quelque chose qui leur dit « Ça ne peut être que Adam et Ève. » Il y a une pomme. Non. Voilà, l'émission peut durer 3 heures finalement, c'est bien. Je pensais qu'on ferait une émission courte, mais ça peut... Non, toujours pas. Alors, est-ce que tu avais trouvé la réponse? Non, à l'époque j'étais petit, mais non, je n'ai pas trouvé la réponse. Et je te poserai la question sans que tu connaisses cette blague, maintenant, cette devinette, est-ce que tu pourrais trouver la réponse? Vu tout ce que j'ai préparé pour cette émission, je pense que oui. Alors, il faut que je trouve... Je vais t'aider quand même. C'est un détail physique. Ouais, une feuille non. Qui cache leur zizi. Non. Quelque chose que eux n'ont pas et que toi tu as et que moi aussi j'ai. À l'inverse, j'aurais dit des cheveux, mais... Des lunettes. Non, ce n'est pas des lunettes non plus. Non, vas-y, je t'écoute. Eh bien, ils n'ont pas de nombril. Ils n'ont pas de nombril là-dedans. Non, puisque c'est les premiers. Ils n'ont pas de mère, donc il n'y a pas de cordon ombilical. Ah, bah oui, effectivement. En plus, oui, c'est vrai, ils n'ont pas de nombril, effectivement. Ouais. Alors, attends, c'est quoi on va faire? Attends, je veux dire. Ah, je sais, ils n'ont pas de nombril. Et tu me fais le montage après? Ça dépendra du résultat du quiz final. On verra si je suis gentil ou pas. Ok, c'est sympa. Je compte sur toi. Bon, allez, c'est parti. Alors moi, je vais quand même acheter, du coup, je pense, effectivement, un manga Adam et Ève. J'avais pas... Déjà, je pensais que c'était plus long que ça. J'avais pas forcément capté que c'était que 2 tomes. Et surtout... Non, c'est juste 2 tomes, c'est joli. Je pensais que c'était un truc inachevé ou quoi. Donc, non, bon, moi, je ferai l'effort. Je ferai l'effort et je te dirai ce que j'en ai pensé. C'est à avoir dans sa collection. Ok. Bon, bah voilà, moi j'en ai terminé. Ça va être à toi pour le dernier titre déjà. Moi, je vais vous parler d'un gros coup de cœur que j'ai eu pour le coup. Et, alors, je vais vous parler, non pas de BD finalement, mais plus d'illustrations. De dessin. De dessin, on va dire ça comme ça. Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais parler d'un artiste dont le travail n'est pas forcément facilement trouvable, et qui pourtant, en son temps, était quand même une sommité française dans son domaine. Je vais donc, moi, vous parler du très à gauche Jean Eiffel. Donc Jean Eiffel, qui était-ce? Jean Eiffel, de son vrai nom François Lejeune, d'où son pseudo tiré de ses initiales, Eiffel, était un dessinateur français né en 1908 à Paris. À la base, il n'était pas du tout destiné d'ailleurs à ce qu'il devienne dessinateur, puisqu'il était plutôt parti pour reprendre l'affaire familiale. Ses parents tenaient une passementerie.
Donc les passementeries, moi je savais pas ce que c'était. En gros, c'est des trucs de dentelle sur les vêtements. Donc il était voilà, dans le tissu. Et lui, ça l'intéressait pas du tout. Hein. Il a préféré se lancer dans une carrière artistique. Et donc au fil de ses diverses expériences, il a fini par devenir dessinateur de presse. Donc c'était un dessinateur de presse très célèbre dans les années 50-60. Enfin même avant, dans les années 30 même. Il a notamment travaillé pour des journaux comme Le Monde, L'Humanité, Libération, ou encore pour des journaux syndicaux comme La Voix ouvrière, mais c'est surtout au Canard enchaîné qu'il a fait l'essentiel de sa carrière. Il a travaillé pour Marianne aussi, je crois. Plus surprenant, il a également collaboré à des journaux qui sont un peu plus à droite, comme L'Express ou Le Figaro. Mais par exemple pour Le Figaro, ça s'est pas forcément très bien passé. Disons qu'il y a eu pas mal de noms d'oiseaux qui ont été échangés entre Eiffel et Le Figaro, parce que Le Figaro lui reprochait notamment d'être un petit peu trop enthousiaste sur la vie en URSS, car oui, Jean Eiffel, bien que n'ayant jamais été encarté au Parti communiste, c'était quand même un ami de la Russie et de l'idéal communiste. Et tout au long de sa carrière, d'ailleurs, il va se rendre en URSS, mais aussi en Chine communiste. Il va rencontrer Mao Tse-tung. Enfin, voilà. Donc il était vraiment très, vraiment très à gauche. Mais ce qui caractérise Jean Eiffel, au-delà de ses idées bien à gauche, c'était avant tout son obsession pour la paix. En rencontrant Mao et en allant en Russie. Ouais, mais bon, c'était l'idéal de l'époque. Oui, voilà. Je sais, c'était l'époque. En tout cas, il n'a eu de cesse dans sa carrière d'œuvrer pour la paix et pour la réconciliation des peuples. Alors, ça peut paraître un peu cliché de dire ça. On va pas en trouver beaucoup qui vont faire l'éloge de la guerre, évidemment. On va dire que intrinsèquement. Ça, c'est dommage d'ailleurs, ça pourrait être marrant, ça. Mais en tout cas, dans son travail, il a vraiment distillé des petits messages pacifistes. Par exemple, déjà, j'ai vu passer une planche d'un de ses personnages qui s'appelle Petit Ange, ou c'est un petit ange, hein, tout simplement, là, qui voit une bombe tomber d'un avion bombardier et qui va la ramener au pilote en disant « Oh, vous avez perdu ça, n'oubliez pas de reprendre votre truc. » quoi. Donc des petites choses comme ça. Et déjà, dans ses premiers seins, il y avait d'ailleurs aussi des critiques assez profondes de tout ce qui était anticolonialiste et antiraciste. Enfin, c'est un dessinateur qu'on a oublié aujourd'hui. Moi-même, avant de travailler sur ce podcast, j'avoue que je connaissais même pas son nom, Jean Eiffel. Mais c'était vraiment un dessinateur de presse qui était vraiment très, très, très connu en son temps. Et il était, par exemple, aussi très apprécié du général de Gaulle. Le général de Gaulle qui lui avait même demandé s'il pouvait obtenir un original d'un dessin qu'il avait fait, qu'il trouvait excellent. Et Eiffel avait d'ailleurs accepté pour la blague, mais il avait accepté à condition qu'il aille lui remettre en main propre, parce qu'il avait encore jamais rencontré le président, et a priori ça s'est fait, je crois. Mais parallèlement à ça, tu vois, ça l'a pas empêché plus tard d'être très critique envers De Gaulle et de faire des dessins assez salés sur le bonhomme quand même. Donc voilà, c'était un homme assez droit dans ses bottes, et voilà, s'il avait quelque chose à dire, il le disait. Et en 1952, Jean Eiffel a obtenu la médaille d'or de la paix, et un prix, le prix qui semble le plus l'avoir touché, c'est celui qu'il reçoit en 1968, qui est le prix Lénine de la paix, donc c'est l'équivalent soviétique du prix Nobel de la paix, en gros. Et donc, cette obsession pour le rapprochement des peuples ne va jamais le quitter, parce qu'il va même essayer, de son vivant, d'inventer une espèce d'écriture universelle, en fait, qui va être uniquement basée sur des petits dessins, un peu comme des hiéroglyphes égyptiens. Et l'idée, c'était de décliner des choses qui fonctionnent un petit peu dans toutes les langues, comme des chiffres ou des panneaux de circulation routiers, par exemple, mais il voulait faire quelque chose que tout le monde puisse comprendre, mais quelque chose qui viendrait en complément de sa langue maternelle, quoi, qui serait pas destiné à être une écriture universelle pour remplacer le français et l'anglais, mais voilà, c'était un petit peu l'espéranto, mais c'était pas vraiment une langue, c'était une espèce de langage de dessin, en fait. Bon, malheureusement, il n'aura jamais été jusqu'au bout de son idée, même si à l'époque, il avait même eu l'aval de l'UNESCO, mais bon, ça n'aboutira jamais. Voilà. Donc, Jean Eiffel est surtout connu donc, pour ses dessins de presse, mais aussi pour son travail d'illustration, par exemple, des Fables de La Fontaine. Voilà, il a illustré les contes. Il a écrit un conte pour enfants aussi, qui s'appelle Tourlune le cornepieux, que je dois recevoir la semaine prochaine, donc je vous en parlerai pas beaucoup. Je l'ai commandé, mais ça a l'air très sympa. Et puis voilà, il a illustré de nombreux livres, il a illustré des pochettes de disques aussi pour enfants. J'en ai trouvé une la semaine dernière chez Emmaüs, par hasard, sur un petit 45 tours de comptines pour enfants, c'est lui qui avait fait la pochette. Mais l'œuvre pour laquelle il va être la plus connue, c'est tout son travail qui va tourner autour de la création du monde, de la Genèse, etc. Savoir que dès 1933, en fait, dans Le Monde et Marianne, Eiffel va dessiner des petites représentations de Dieu. Et c'est Dieu qui va commenter l'actualité. Puis peu à peu, en fait, ce petit personnage, il imagine Dieu, il reprend ce personnage de Dieu, puis il va l'imaginer en train de créer le monde.
Et un de ses premiers dessins, par exemple, c'est Dieu qui est en train d'expliquer à un petit ange que le rose est peut-être pas la couleur idéale pour faire le cochon, parce que c'est quand même vachement salissant. Et c'est comme ça que va naître un petit peu sa marque de fabrique, la marque de fabrique de Jean Eiffel. Donc progressivement, en plus de ce Dieu aux allures un peu de père Fouras, un peu chauve, il va créer un peu toute la panoplie biblique. On va retrouver des anges, on va retrouver Satan, des petits diablotins, et bien sûr, pour ceux qui nous intéressent aujourd'hui, Adam et Ève. Donc en 1937, il va faire le premier dessin qui va représenter Adam et Ève dans Marianne, et ça va être le premier vraiment d'une longue série, puisque entre 1951 et 1981, Jean Eiffel va publier une quinzaine d'albums qui va retracer la création du monde, la Genèse, le Jardin d'Éden, etc. Malheureusement, ces albums sont aujourd'hui difficilement trouvables. Alors certains peuvent être dénichés d'occasion, mais souvent c'est un petit peu cher et pas toujours en très bon état. Néanmoins, si vous êtes curieux de découvrir son travail, sur tout ce qu'il avait autour de la création du monde, je vous invite à regarder le film d'animation qui est inspiré de son univers, qui s'appelle simplement La création du monde, qui est sorti dans la fin des années 50. Et c'est un film que j'ai trouvé incroyable. C'est un film qui a été réalisé par un de ses amis, un Tchécoslovaque qui s'appelait Edouard Hoffman, qui était du coup un de ses amis, voilà, et qui est devenu un vrai classique en fait en Europe de l'Est, qui est souvent diffusé à la télé, souvent à la période de Noël, alors qu'en France, c'est vraiment un film qui a été à sa sortie assez confidentiel. Il y a eu une projection privée avec tout le gradin parisien, avec Jean Poiret, Annie Girardot, Charles Aznavour, Le Corbusier, Jean-Paul Sartre et j'en passe. Mais malgré ça, c'est un film qui a pas trouvé de diffuseur en fait. Il a vraiment pas été diffusé. Donc c'est un film qui a eu sa petite vie dans les cercles d'initiés, les vidéoclubs, etc. Pourtant, ce film qui a été même jugé blasphématoire par le Vatican a été récompensé à la Mostra de Venise par la gondole d'argent du prix du jury pour son scénario, ainsi que la médaille d'or au Festival mondial de la jeunesse de Vienne. Donc c'est vraiment quelque chose qui était reconnu. Et je crois que tu l'as vu toi pour le coup. Non, en fait, quoi si. Alors j'ai regardé vite fait le début. D'accord. Ça a l'air très sympa, mais j'ai pas vu en entier parce qu'il est sur YouTube au cas où. Hein. Oui. Et parce que je voulais le regarder avec les enfants, mais c'est compliqué de regarder les trucs avec les enfants. Alors moi je l'ai regardé avec les enfants. Alors c'est un dessin qui est un peu daté, mais c'est très sympa. Je vous propose d'écouter un petit extrait de ce film dans lequel Dieu, tel un mécanicien justement, crée son personnage d'Adam à son image. On tira des carnassières des morceaux sans précédent. Voici la côte première et la vraie, au Père Adam. L'Éden, pour son ouverture, présente un grand numéro. Venez voir dans la nature, en d'admirables postures, saillir la musculature d'Apollon de l'an 0. Et ces deux fesses promises à la notoriété en tant que première assise de notre société. Deux gracieuses volutes, lignes d'un moteur flottant, 4 cylindres, 3 temps, 70 tours minute, dont le créateur suppute qu'il pourrait marcher 100 ans. Mu d'un prophétique instinct, ce cœur d'homme qu'il emboîte étant d'un rouge bon teint, Dieu ne l'a pas mis à droite. Huit du grêle et 2 du gros. On prévit pour la descente, y compris pour l'indécent, 10 bons mètres de tuyaux. Infroissable, souple et ferme, sobre mais faisant cossu, l'épiderme doublé d'herbe est le meilleur des tissus. Gamme, avouons-le, restreinte, pour les tons de ses collants, ils se font en 4 teintes, jaune, rouge, noir ou blanc. Dieu, tout ce poil à griffer? Mais que n'eût fait notre père pour qu'Adam fût né coiffé? Et quant au poil, s'il en reste, qu'il en ait plutôt 2 mains sur tel endroit immodeste qu'en la paume de sa main. Vous lui versez 5 litres. Ordonna le créateur qui sait tout sur le chapitre du fameux premier moteur. Un petit coup sur les vitres. Le plein du radiateur. Rien dès lors n'est plus facile que de rendre automobile ce petit monsieur d'argile que son génie a conçu. Si vous avez tendu l'oreille, vous aurez remarqué aussi la richesse des dialogues, au passage, la poésie omniprésente tout au long de ce film, entièrement en rime. C'est quand même une belle performance. Donc ce film est basé sur les dessins de Jean Eiffel, et il a également participé donc, au dialogue que vous venez d'écouter. Donc, comme tu l'as dit, c'est un film qui est dispo aujourd'hui sur YouTube. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de sortie DVD. Je suis tombé sur une vieille VHS dans ma brocanterie. Alors, j'ai même plus de lecteur VHS, donc je ne l'ai pas pris en VHS, mais... Ah ouais, t'aurais dû le prendre, c'est rigolo. Ouais, mais j'ai pas... Enfin, en faire quoi? C'était juste pour du stockage, tu vois. De toute façon, tu les regardes pas, tes DVD. Enfin bref, revenons à notre thème du jour. Bien que son œuvre soit difficilement trouvable, son dernier livre consacré à la Genèse, sorti en 1981, est plus accessible. Déjà parce qu'il est plus récent, et surtout parce qu'il a bénéficié d'une réédition chez France Loisirs, et je crois qu'on a tous les deux la même édition d'ailleurs.
Ah oui, c'est François Zir, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Moi, j'ai chopé celle de François Zir de 1983. Ouais, voilà. Bah, moi, pareil, voilà. Donc, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est plus facile à trouver. Je pense que ça a bénéficié. Mais t'en as d'autres, là? Alors, t'en as plein d'autres, t'as pas que celle-ci. Du coup, effectivement, sur le tard, j'ai réussi à choper les 5 bouquins qui constituent son œuvre sur la création du monde et qui a été la base sur le film. Donc, c'est des bouquins qui sont sortis, je crois, au Cercle des Arts, mais qui sont plus disponibles, ou alors, voilà, d'occasion, c'est 20 balles pièce, c'est un peu compliqué à trouver, et ça avait été réédité en poche, mais là c'est pareil, c'est très compliqué à trouver, mais je me suis trouvé la semaine dernière sur Vinted, les 5 bouquins dans le coffret d'origine en état quasiment neuf pour 20 balles, quoi. Donc j'étais content, j'ai sauté dessus, et effectivement, je les ai terminés tout à l'heure, et c'est vraiment génial, en fait. Mais il y a tout. Alors, excuse-moi, je te coupe parce que je voudrais comprendre. Dans ceux d'autres poches, c'est toute son œuvre ou avec celle d'Adam et Ève aussi ou Alors en fait, ça fait doublon avec les Françoisiers? Non, ça fait pas doublon. En fait, dans ce coffret, il y a 5 bouquins qui reprennent toute la Genèse. Donc dans le premier tome, c'est je l'ai sous la main. Choup, je le reprends pour pas dire de bêtises. Le premier tome, c'est la création du monde, le ciel et la terre. Donc dans le premier tome, Dieu va créer le ciel et la terre. Dans le deuxième tome, il va créer les plantes et les animaux. Et les 3 derniers tomes, en fait, ça va être consacré à Adam et Ève, puisque dans le premier tome, il va créer Adam. Et dans le 4e tome, il va créer la femme Ève. Donc la création du monde, l'homme et la création... Non, alors, je rectifie ce que tu viens de dire. Donc ça ne reprend pas toute la Genèse, ça reprend les 3 premiers chapitres de la Genèse. C'est-à-dire la création jusqu'à la chute. Sans la chute, du coup. Parce qu'en fait, dans la Genèse, c'est aussi toutes les histoires de Noé. Ah oui, d'accord, oui, alors effectivement. Alors, donc ça, c'est les premiers chapitres, en fait. Les premiers chapitres qui font donc 11 pages chez Crumb. Ok. Mais là, ça fait 5 volumes. Ça fait 5 volumes. Et le dernier, qui s'appelle Le roman d'Adam et Ève, qui est consacré à toute l'histoire autour de la pomme et d'Adam, et voilà. Ah, et donc là, c'est vraiment t'as vraiment une histoire, un truc, en fait, plus pour les enfants ou avec des blagues ou Alors, c'est... Alors je dirais que c'est universel, après c'est très subtil et c'est très poétique. Alors en fait, l'œuvre de Jean Eiffel, c'est quoi en fait? Parce que c'est vrai que j'en ai pas tellement parlé, c'est pas de la bande dessinée, c'est des dessins illustrés avec une légende. C'est-à-dire que sur chaque page de son œuvre, vous allez avoir Dieu qui va créer quelque chose, en compagnie soit des petits anges, soit le diable derrière qui va venir faire des vacheries avec ses petits diablotins, et vous avez une légende assez... des trucs un peu subtils. Alors, je vais vous lire quelques petits exemples. On voit par exemple Dieu qui est en train de remplir les noix de coco de lait. Tu vois, donc il a une espèce de bidon de lait et on le voit en train de remplir les noix de coco à la main. Donc là, par exemple, sur celui-ci, il n'y a pas de légende. Par exemple, tu en as un autre. Celui-là, j'ai trouvé génial, où on voit Dieu qui est avec un petit chapeau de paille et on voit qu'il est en train de détricoter son chapeau de paille pour créer la paille. Et j'ai trouvé ça génial puisque donc le chapeau qui est censé être constitué de paille, en fait, il fait la paille et la paille qui servira après à faire le chapeau. D'autres chapeaux. Ouais, voilà. Et par exemple, tu as un truc que j'ai trouvé très marrant aussi. Donc tu as Dieu qui est un petit peu en vendeur de foire. Attends, faut que j'arrive à te la retrouver parce que c'est vraiment très cool. Ah voilà. Donc on voit Dieu qui est en train de faire une démonstration à ses petits anges avec une espèce de machine et c'est marqué en légende en dessous. Vous gagnerez du temps avec ce noyauteur à cerises et cette machine à coller la peau sur les pommes de terre. Donc il est en train de créer la cerise et les pommes de terre, mais qui marchent à l'inverse des machines classiques. Donc c'est plein de petits trucs comme ça. Puis des fois c'est même un petit peu fort aussi. Il y a une image où on voit, voilà, hop, je l'ai là. Les aristoloches. Alors, les aristoloches, c'est une espèce de plante grimpante, et tu vois donc des petits anges qui sont en train de mettre des aristoloches sur un arbre, et c'est marqué « Les aristoloches, on les pendra ». Je trouve ça très, très sympa aussi. Ah, oui. Par contre, celui d'Adam et Ève, donc le dernier tome, est-ce qu'il correspond à celui que j'ai? Alors, du coup, non. Donc bien que son œuvre soit donc difficile à trouver, le dernier œuvre qu'il a consacré à la Genèse est sorti en 81. Même si ça vous intéresse, c'est un bouquin que vous trouvez pour une poignée d'euros d'occasion. Ça s'appelle La vie amoureuse d'Adam et Ève, donc de Jean Eiffel. Oui, donc il est des années 80 celui-ci, il est quand même. C'est le dernier bouquin qu'il a fait avant de mourir. C'est vrai que c'est plus moderne quand même. Ouais, et à la base, il voulait pas forcément non plus le sortir, ce bouquin. En fait, lorsqu'il publie en 74 le dernier tome de la création du monde, donc qui est intitulé le roman d'Adam et Ève, qui va parler de l'histoire du serpent et de la pomme, il pensait avoir fait le tour de la question. Et en 1976, il va quand même sortir son petit ange, voilà, celui que je vous ai évoqué tout à l'heure avec l'histoire de la bombe, mais il n'a pas spécialement l'intention de continuer à publier des livres autour de la Genèse. Mais en fait, il a été poussé par ses amis d'Harakiri, notamment Volinsky et Rezer, qui lui a dit « mais vas-y, il faut que tu continues ». Et en gros,
il va décider une dernière fois de faire un bouquin autour de ce thème-là. Il va faire une exposition avec quelques dessins, et puis plus tard, il va faire d'autres dessins. Il va donc composer son dernier livre, le dernier livre de sa carrière, qui s'appelle La vie amoureuse d'Adam et Ève. Alors, celui que j'ai lu. C'est celui que tu as lu. Alors, encore une fois, ça se lit très vite, parce que c'est juste des illustrations avec une petite légende en dessous. Mais en fait, ce bouquin-là est intéressant parce que justement, en fait, au début du livre, Adam et Ève sont très naïfs. Au début de ce bouquin, on voit qu'ils regardent les animaux du jardin d'Éden en train de s'accoupler, sans vraiment trop comprendre ce qu'ils sont en train de faire, ou même eux comment ils doivent s'y prendre. Parce que là, le mot d'ordre de Dieu par rapport aux animaux, c'est multipliez-vous, procréez. Voilà. Mais eux, par contre, ils sont un petit peu niais sur la chose. Et tout au long des pages, en fait, Dieu et les anges, par des moyens un petit peu détournés et par diverses allusions, vont leur faire comprendre ce qu'ils doivent faire. Donc, par exemple, on va apercevoir Ève avec 2 moutons en train de se grimper dessus, et Ève va s'exclamer « Oh, ils sont même pas capables de faire une partie de saut de mouton. » Voilà. C'est des petites choses comme ça. Ou encore, on va avoir Adam qui admire un sanglier et une truie, et puis il va lui dire décidément, le nu fait plus cochon. Donc vous voyez, c'est que des petits trucs comme ça, donc c'est vraiment gentillet. Et puis, on a aussi, par exemple, une page où il y a Adam qui va s'adresser à Dieu, et puis qui va lui expliquer que Ève, elle a un défaut de fabrication, parce que quand il lui a emmené, elle était déjà fêlée entre les jambes. Et finalement, Adam et Ève vont finir par découvrir les plaisirs de la chair, et ce qui va soulever bien des questions, par exemple, puisque une fois que Ève a fait l'amour pour la première fois avec Adam, elle le regarde et elle va s'interroger en se disant peut-être que finalement ce truc-là n'était utilisable qu'une seule fois, parce que visiblement il n'était pas en état de repartir tout de suite. Donc ce sont des dessins qui sont vraiment très simples, presque enfantins, avec, je trouve moi, une touche de tendresse infinie. Alors je ne vais pas pouvoir effectivement vous parler de ce bouquin pendant 20 minutes, parce que vous l'aurez compris, c'est juste des illustrations, ça se lit vraiment en 10 minutes chrono. Vaut pas du tout chercher de l'érotisme dans ces pages, mais en fait tout respire la naïveté, la douceur. Ouais, avec ils sont quand même tout nus, tout quoi. C'est exactement ce que tu dis, je suis entièrement d'accord. Mais c'est quand même des plans à chaque fois à la planche. T'as Adam et Ève qui sont tout nus en fait, et tu as Adam avec ça tourne autour du zizi et du pas zizi d'Adam et Ève. Mais voilà, ils se regardent toujours avec une tendresse. On voit Adam, il est vraiment amoureux de Ève. C'est vraiment touchant en fait. C'est voilà. Ouais, c'est mignon. Ouais. C'est tout mignon. Et voilà, moi je suis vraiment tombé amoureux de ce dessinateur en découvrant son œuvre. C'est jamais méchant, c'est toujours drôle, c'est subtil et c'est surtout très poétique. Il y a quand même une nana à poil à chaque page. Mais c'est pas porno, c'est pas érotique, c'est pas du tout. Ah non. Je dirais même, tu vois, pour moi, ce serait presque le livre idéal pour parler de sexe aux enfants. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, pas bien vu, ouais. Alors ça dépend quel âge a l'enfant, bien sûr, mais ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, parce qu'il y a un côté très enfantin, très pur, très simple, tout en expliquant des choses avec un humour un peu plus, voilà, qui est pas sexuel, mais qui tourne autour, mais jamais vulgaire. Donc ouais, c'est sympa. Et c'est toujours bien amené, c'est toujours drôle, voilà. Il y a une planche que je trouve un petit peu misogyne, entre guillemets, mais qui m'a fait marrer, c'est quand t'as Dieu qui dit, tu vois Ève qui est devant un boulier, et Dieu qui lui dit, je désespère à lui faire apprendre à compter jusqu'à 28. Et tu vois Ève qui a du mal à compter. Bon, voilà. Le fameux cycle menstruel. Ouais. Mais sinon, c'est très sympa, c'est très drôle. Ça se lit tout seul et ouais. Et on a vraiment une représentation de Dieu presque en papa gâteau. Alors c'est marrant parce qu'en fait dans les bouquins autour de la création d'Adam et Ève, donc il crée Adam, mais Adam il naît adulte, et au début tu vois malgré le fait que Adam soit adulte avec de la barbe et tout, il le considère comme un bébé, il lui apprend à marcher, il lui donne à boire du lait, un peu comme un papa gâteau quoi. Donc il le fait aller à l'école, mais donc il le fait aller à la paternelle, pas à la maternelle. Il y a tous ces animaux autour qui n'arrêtent pas de copuler, et eux qui apprennent la vie en les regardant, et t'as Dieu et le petit ange qui essaie de les faire comprendre que faut y aller. Alors vraiment pour certains catholiques, c'est un truc qui peut être un peu blasphématoire entre guillemets, le sens où quand par exemple Dieu va créer Ève, alors il anesthésie Adam par exemple, et puis on le voit qu'il s'improvise un peu chirurgien, il lui ouvre pour sortir une côte, et de la côte il modèle Ève, un peu comme le ferait un médecin. Ou même quand dans la création d'Adam, on le retrouve aussi dans le film, il crée Adam un peu comme il serait en train de fabriquer une voiture en jouant le mécanicien. C'est l'extrait que vous avez entendu tout à l'heure où effectivement le sang, vous lui mettrez 5 litres, je m'occupe de la robinetterie et tout le bordel. Donc c'est très imagé, et c'est très sympa. Et c'est pas pour autant tu vois, c'est des dessins qui sont simples, mais en fait c'était un gros bosseur, Jean Eiffel, et il ne laissait rien au hasard. Par exemple, toi, je l'ai pas noté, mais j'y pense en parlant. L'histoire de la côte, là, où le dieu s'improvise chirurgien, savoir qu'il a été
assisté à des véritables opérations de la côte pour savoir exactement comment ça se passait, où se faisaient les incisions, etc. Il a assisté à 4-5 opérations. D'ailleurs, il dit qu'il n'a pas forcément pu assister à tout jusqu'au bout parce que c'est quand même assez gore pour des gens qui ne sont pas de la médecine. Mais il faisait vraiment énormément beaucoup de recherches pour que ces dessins aient une justesse soit le plus juste possible, et c'était vraiment un gros bosseur et un grand travailleur de ce côté-là. Je me suis posé la question en me disant, c'est vrai qu'il a beaucoup parlé de Dieu, d'Adam et Ève, mais finalement, est-ce qu'il croyait en tout ça ? Est-ce que Jean Eiffel croyait en la création, en Dieu, en Adam et Ève, pour y avoir consacré finalement presque la plus grande partie de sa carrière ? A priori, non, il se revendique même athée. Oui, vu comme tu décrivais son parcours politique au début, ça m'étonnerait qu'il croyait. Alors voilà. Parce que les communistes de l'époque et les maoïstes, c'était plutôt l'inverse. Je me suis procuré un bouquin qui s'appelle Jean Eiffel, L'homme à la Marguerite de François Robichon, et que je vous recommande vraiment si vous voulez découvrir un peu son œuvre. C'est pareil, ça s'ouvre d'occasion à pas très cher. Et dans ce bouquin, on apprend notamment que la création du monde, Adam et Ève, c'est avant tout pour Jean Eiffel une belle histoire. Donc je vais vous citer un passage qui reprend les propos de Jean Eiffel. « Je considère la Bible comme la plus belle littérature de tous les temps, une source éternelle d'inspiration. Tenez, Walt Disney non plus ne croyait pas en Blanche-Neige et les 7 nains ou La Belle au bois dormant, et pourtant, il a puisé abondamment et systématiquement dans Perrault, les frères Grimm et plus généralement dans la culture européenne. L'histoire d'Adam et Ève, c'est l'éternel et toujours actuel problème de l'homme et de la femme. » Voilà, tout est dit. Dans une interview, on lui pose la question aussi pourquoi Adam et Ève et pas par exemple la mythologie grecque ou autre chose. Et j'ai trouvé très intéressant sa réponse. En fait, j'ai dit plus haut, donc Adam et Ève, c'est d'abord un prétexte pour parler de l'homme et la femme et des couples, mais c'est aussi une œuvre qui est indémodable, et grâce à un détail qui ne t'aura pas échappé non plus, parce que tu l'as dit aussi, Adam et Ève sont nus et ne portent pas de vêtements, et en fait, ça en fait des personnages qui sont complètement indémodable. Je veux dire, tu vas lire Jean Eiffel, alors le dessin est un peu daté, mais ça n'a pas pris une ride. Tu vas lire, je te dis n'importe quoi, un Tintin ou je sais pas quoi. Encore Tintin, c'est pas forcément le bon exemple, parce que tu m'as déjà expliqué que c'était redessiné et tout. Mais voilà, il a quand même une tenue vestimentaire datée d'une certaine époque. Tu vas avoir des véhicules qui datent d'une certaine époque. Et c'est forcément des trucs qui vont, à un moment donné, peut-être moins bien vieillir. Astérix, c'est illisible maintenant, tu vois, je veux dire, plus personne s'habille comme ça, quoi. Alors, Astérix, pas forcément... Non, c'est pas forcément... Non, Astérix... C'est une blague, Mais voilà, et du coup, là, le fait que ces personnages soient nus comme des vers, et ben voilà, ils ont des vêtements, finalement, qui sont toujours à la mode de... à la mode, puisque jusqu'à preuve du contraire, voilà, parce qu'ils en ont pas. Et voilà, tout à fait. Et ce qui fait que aujourd'hui, 50 ans après, ça n'a pas pris une ride, quoi, tout simplement. Et voilà, finalement, celui qui, en hommage de sa femme Marguerite, dessinait des petites marguerites un peu partout dans ses illustrations, nous a quittés il y a un peu plus de 40 ans. Jean Eiffel s'est éteint le 10 octobre 1982. Et on voit d'ailleurs qu'il aimait profondément sa femme, donc tu l'as peut-être pas noté, mais c'est vrai que quasiment sur tous ses dessins, il y a toujours une petite marguerite qui traîne. Alors, il y a toujours des petits trucs qui reviennent toujours, des petits escargots, des petites mouches, des petits machins. Mais la marguerite, c'est vrai qu'elle est omniprésente dans tous ses dessins, et c'est un bel hommage à sa femme qui s'appelait Marguerite. Ouais. Et un an après sa mort, la Poste lui a rendu hommage en éditant un timbre qui représente Marianne léchant un timbre, et c'est la Marianne dessinée par Jean Eiffel, évidemment, qui représentait souvent dans ses dessins de presse. Voilà, fin de l'histoire. Que tu t'es procuré aussi, d'ailleurs. Et du coup, je me suis... Ouais, effectivement, je suis vraiment tombé vraiment T'as été complétiste. Ah oui, sur, non, mais j'étais très complétiste. Dedans, effectivement, donc, je te l'ai dit, j'ai trouvé le petit coffret là, avec les 5 bouquins de la création du monde, La vie amoureuse d'Adam et Ève, donc le petit 45 tours illustré par Jean Eiffel, et donc j'ai acheté les 2 bouquins qui sont vraiment très cool. Jean Eiffel, L'homme à la Marguerite, donc de François Robichon. Et puis je me suis trouvé un autre bouquin, un bouquin d'entretien qu'il a eu avec André Carrel, qui était un journaliste, et donc c'est des longues interviews qui sont retranscrites avec une préface de Cavana, qui était aussi un grand admirateur d'Eiffel, et c'est vraiment des beaux bouquins, et je suis très content. Et effectivement, donc je me suis procuré le timbre de la Marianne, avec l'enveloppe de la Marianne, et c'est vraiment, c'est vraiment très chouette. En tout cas, moi j'ai qu'un seul regret finalement, c'est que cet auteur français qui a vendu 10 fois plus de livres en Europe de l'Est que dans son propre pays, tombe un petit peu dans l'oubli chez nous. Parce que c'est vrai que, je l'ai pas dit, mais il a vendu, c'est ça, 10 fois plus de bouquins dans les pays de l'Est, en URSS, parce que ses dessins c'est quasiment universel en fait, hein. Mais ça a presque mieux marché à l'Est que chez nous. Et je suis très heureux d'avoir modestement exhumé, on va dire, Jean Eiffel des limbes de l'indifférence générale, et j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce génial dessinateur. Et qui sait, hein, peut-être qu'un jour on reverra ses œuvres publiées. En tout cas, malheureusement, c'est très compliqué
de trouver ses œuvres. Donc toi, du coup, tu as lu La vie amoureuse d'Adam et Ève. Je pense que tu n'as peut-être pas le même ressenti. Ah si, alors tout ce que tu as dit, je suis entièrement d'accord. J'ai pas lu les autres, hein, donc j'ai vu que cette partie sur La vie amoureuse d'Adam et Ève, où c'est un peu une initiation sexuelle, comme tu l'as très bien, pas sexuelle, mais tu vois, exactement comme tu l'as expliqué. Je ne connaissais pas du tout non plus, c'est toi qui m'as fait découvrir ça, je me suis procuré ce bouquin pour préparer le podcast. J'ai rien d'autre à rajouter, quoi. T'as dit tout ce qu'il fallait dessus, et je suis entièrement d'accord, et c'est très sympa. Voilà. Et à noter les couleurs quand même, il y a très peu de couleurs, donc c'est très simple, on dirait pratiquement des dessins d'enfants. Alors sur toute la partie La vie amoureuse d'Adam et Ève, c'est des bouquins couleurs. Après, tous les premiers tomes de la création du monde, c'est du noir et blanc, sauf le dernier, le roman d'Adam et Ève. Ah, d'accord, ok. En vrai, c'est vraiment à l'image du dessin de presse. Donc là, il y a quand même des couleurs sur ce bouquin-là, mais le reste, c'est vrai que c'est du noir et blanc. Alors j'ai vu pas mal de ces dessins de presse aussi dans les bouquins que j'avais achetés. Alors par contre, ça a assez mal vieilli, mais bon, ça c'est pas caractéristique à Jean Eiffel, c'est la caractéristique même du dessin de presse, c'est que ça va parler de politique dont aujourd'hui on a quasiment oublié le nom, ou d'événements qui à l'époque avaient leur importance mais aujourd'hui ne les avaient plus, enfin on s'en rappelle plus, quoi. Donc il y a des trucs qui sont assez datés. Par contre il y avait quand même des dessins assez véloces contre Hitler, où vraiment il y allait pas avec le dos de la cuillère, des dessins on l'a dit sur De Gaulle et tout, qui sont vraiment aujourd'hui qui marchent encore. Donc c'était vraiment un grand dessinateur. Mais c'est vrai que cette partie-là de son œuvre, aujourd'hui, c'est moins accessible. Alors, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui a aussi travaillé pour la publicité. Il a travaillé notamment, il a fait des belles campagnes de publicité pour les stylos Bic. Pour Air France aussi. Alors Air France, c'est rigolo, tu vois, il faisait des pubs pour Air France, pas pour être payé, mais Air France le payait en billets d'avion. Et c'est ça qui lui a permis notamment d'aller visiter l'Europe de l'Est grâce aux dessins qu'il faisait pour Air France. Donc il a fait pas mal d'affiches pour les copains, il a fait beaucoup d'affiches pour le Festival de l'Humour, il a fait pas mal d'affiches pour les syndicats, plein de trucs comme ça. Pendant la guerre, il a fait aussi des 100 tons de crèche à l'effigie d'Adam et Ève, mais bon, c'est vraiment des trucs qui n'ont pas forcément fonctionné, c'était plus des trucs qu'il essayait comme ça pour s'occuper pendant la guerre. Il faut que tu partes en quête de ces 100 tons. C'est quasiment introuvable. Après, j'ai vu des trucs, par exemple, alors qu'on trouve encore, mais pareil, assez cher. C'est des assiettes, comme on faisait dans le temps, les assiettes illustrées, donc il y a pas mal d'assiettes aussi avec les personnages d'Adam et Ève, signés Jean Eiffel. Après, je veux pas aller jusque-là, je suis pas complétiste à ce bout-là. T'imagines ta madame, ta femme, quand tu ramènes des assiettes à je pense qu'elle me les casse sur la tête. Mais juste pour terminer là-dessus, en fait, c'est un des premiers journalistes de presse qui a été salarié de son journal, qui n'était pas juste payé au dessin comme ça, qui a vraiment eu des contrats avec ses journaux. C'est un peu lui qui a professionnalisé aussi le métier. Et il tenait vraiment à sa carte de journaliste. Alors j'ai pas tous les détails, mais en gros, par exemple, quand t'es journaliste, si jamais tu fais des dessins publicitaires, si tes revenus publicitaires excèdent tes revenus de journaliste, en gros tu peux plus te prétendre journaliste et tu perds ta carte. Donc lui, il préférait gagner moins, mais continuer d'avoir ce statut de journaliste, et donc il a sacrifié aussi une partie de ses revenus en refusant des contrats publicitaires, parce que sinon il gagnait trop et qu'il était obligé de renoncer à sa carte de journaliste. Donc ça a vraiment été un homme complet jusqu'au bout, toujours droit dans ses bottes et toujours en allant au bout de ses convictions. Moi j'ai trouvé son histoire incroyable, un bel homme, et puis, enfin un bel homme, pas physiquement, mais un bel homme, une belle bonté d'âme, voilà. Et voilà, je suis vraiment content d'avoir fait cette découverte pour le podcast, et je pense que je vais continuer petit à petit à me faire l'intégrale au fur et à mesure des petites... Les assiettes. Ouais, non mais... Enfin bref, voilà. Merci de m'avoir écouté. Ouais, merci pour cette découverte, et effectivement, je te rejoins sur tout ce que tu as dit, et c'était une excellente découverte. De rien. Merci encore. Et on en a terminé avec nos œuvres principales, mais j'avais à cœur aussi de vous faire et de te faire découvrir ou deviner d'autres œuvres qui vont tourner autour d'Adam et Ève dans la pop culture, qu'on va... Bon, bah non, on peut s'arrêter là, qu'on va pas développer en long, en large et en travers, mais j'avais 10-12 questions, dont certaines que je vais être obligé de supprimer à cause de ton quiz de tout à l'heure. Ouais, mais alors, juste Roland, ok, alors je veux prévenir quand même nos éditeurs, là ça fait pas mal de temps qu'on enregistre, je suis très fatigué, donc je ne suis pas du tout sûr de réussir à me concentrer pour trouver les réponses, facile. Donc m'en veuillez pas si j'y arrive pas. Je vais commencer par une question, alors qui est facile puisqu'on a déjà parlé de ça lors d'une précédente émission. Est-ce que tu peux me dire sur quelle chaîne YouTube, dont nous avons déjà parlé précédemment, on peut voir Adam et Ève s'affronter dans un battle de rap, Adam reprochant notamment à Ève de se plaindre tout le temps, tandis qu'Ève lui reproche d'être un macho et de ne rien faire.
Oui, je vois très bien de quoi tu parles. Alors, j'ai pas le nom du truc parce que je vais pas me souvenir des noms, mais je vois de quelle chaîne tu parles. On en avait parlé, notamment sur l'émission sur Rome, je crois. C'est Special Battle Hip Hop. Epic Racing, Rap Battle of History, où effectivement on voit sur cette chaîne YouTube se battre des personnages historiques. Et donc, je vous conseille d'aller voir cette chanson où on voit Adam et Ève s'affronter à coups de lyrics interposés. Allez, je t'accorde le point et c'est très sympa. Alors, celle-ci est un petit peu plus véloce. Est-ce que tu peux me dire dans quel film italien de la saga des aventures de Ugo Fantozzi on trouve un sketch où Dieu décide de créer un deuxième couple sur Terre car, décidément, Fantozzi en Adam, c'est pas vraiment terrible. Il s'agit d'un film de 1986, 5e volet de la saga où on voit Ugo Fantozzi évoluer à travers différentes époques de l'humanité. Est-ce que tu connais ce personnage déjà de Ugo Fantozzi ? Oh non, je vois pas du tout. Tu connais pas ? D'accord. Il s'agit du film Super Fantozzi. Et donc voilà, c'est un personnage récurrent. Il y a toute une série de films italiens où en gros je crois que c'est un comptable à qui il arrive toujours des tas de malheurs. Je ne vais pas dire un peu à la Mr Bean, mais un peu dans l'idée. Et voilà, et dans cet opus-là, il traverse les époques, dont ce passage où il fait Adam. Mais ça existe en français ? Écoute, moi je l'ai vu en italien, sous-titré. Je sais pas s'il existe en français. Allez, question musique. Peux-tu me dire quel rappeur français a sorti en 2017 une chanson intitulée tout simplement Adam et Ève, dans laquelle le couple, après avoir croqué la pomme et avoir été banni du paradis, se retrouve à notre époque et découvre la vie de nos contemporains ? MC Solar. Waouh, putain, incroyable. Toi, t'as bien révisé. C'est ça ? Ouais, c'est MC Solar, tout à fait. Oh putain. Et c'est un titre qui est issu de l'album Géopoétique, qui est un excellent album. Oh putain. Oui, MC Solar, ouais, tout à fait. Je vous invite à écouter cette chanson qui est très sympa aussi. Ça commence dans l'Éden, paysage de rêve. Adam croque la pomme et il accuse Ève. Elle met tout sur le serpent mais personne tombe dans le piège. Alors il saute du paradis. Moi c'est Ève et lui c'est Adam. On est arrivé ici, on ne sait pas comment. Il ne m'a rien donné depuis la genèse. Je ne porte qu'une feuille, je mérite du courage. J'ai dit ça pour la blague. Bon, 2 points, c'est magnifique, cool. Magnifique. Alors tiens, ça c'est un titre intéressant. On va parler de BD. Oh putain, oui. Dans la BD DS de Haute-Picot, qui est paru aux éditions du Requin-Marteau, l'autrice revient sur un personnage de la religion juive qui serait, d'après certaines versions, la première compagne d'Adam avant Ève. Dans cette BD, ce personnage décide, lors de ses ébats avec Adam, de changer de position et de passer au-dessus pour prendre plus de plaisir. Cela ne plaît pas à Adam qui préfère garder le contrôle. Elle va alors quitter Adam et même l'intervention des anges envoyés par Dieu pour essayer de la raisonner ne la fera pas revenir. Suite à cela, Dieu va créer une deuxième femme, Ève, faite à partir de la côte d'Adam, qui sera beaucoup plus soumise et docile. Peux-tu me dire quel est ce personnage qui serait la première compagne d'Adam avant Ève, d'après ces versions-là ? Comment tu veux que je... Requin-Marteau, c'est pas des BD pour adultes ? Si, c'est ça, c'est dans la collection BDQ. Alors mais moi je lis pas de trucs comme ça, donc je ne pourrais pas trouver. Alors il s'agit de la déesse Lilith, qui est un personnage récurrent de la mythologie. Et j'ai trouvé ce bouquin extrêmement intelligent. Alors c'est très court, c'est pareil, ça se lit en 10 minutes. Parce qu'effectivement, dans cette œuvre, donc, on a ce personnage de Lilith qui est la première compagne d'Adam, et qui effectivement va vouloir s'émanciper parce qu'Adam veut tout contrôler, et elle refuse, et donc elle s'en va, elle a des ailes qui poussent. Et Dieu va la punir pour ça, il va lui donner d'horribles châtiments. On revoit ce personnage dans d'autres œuvres ou c'est seulement Lilith, c'est un personnage connu de la mythologie. C'est un peu l'équivalent d'une succube, un petit peu, si je ne dis pas de bêtises, qui tente les hommes, etc. Donc c'est un peu le personnage qui est censé tenter les hommes pour les forcer à la faute. Méchant. Et donc c'est intéressant parce que du coup dans ce bouquin, par exemple, Ève va pas croquer la pomme à cause du serpent, mais c'est Lilith qui va lui apporter, et là c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc pas une pomme mais plutôt une poire, où elle lui dit mange dans la poire et surtout ne donne pas cette poire à Adam, et Adam va quand même croquer dans la pomme. En fait je pense qu'elle veut aider Ève à s'émanciper d'Adam en lui donnant la connaissance, et finalement les deux vont croquer dans la pomme, et voilà, ça va être la fin, voilà. Mais c'est un bouquin qui est vraiment très intelligent, un dessin très simple, et je te le conseille, voilà, Haute-Picot DS au Requin-Marteau. Merci pour la découverte, c'est introuvable. Question musique, on va dire, pop culture. Hein. Peux-tu me dire qui interprétait Adam et Ève dans la comédie musicale de Pascal Obispo intitulée Adam et Ève, la seconde chance ?
Pascal Obispo. Pas du tout. Ah, tu vois Pascal Obispo en Adam, toi? Bah si, c'est lui qui a créé la pièce. Oui, c'est lui qui a créé... mais non, moi, tu vois pas. Julien Clerc. Oula. Oh, ce serait un vieil Adam, alors. Ce serait un Adam sans dents. Non, pas du tout. Kev Adam. Bah non, pas du tout. Non. Adam a été interprété par Thierry Amiel et Ève par Cilia. Jamais entendu parler. Ah, c'est vrai. C'est issu des télécrochets. Ouais, mais c'est pas de la pop culture, c'est de la sous-culture. Question jeux vidéo. Est-ce que tu peux me dire dans quelle série de jeux vidéo on va retrouver en sous-texte le mythe d'Adam et Ève au cours de la saga? Le joueur doit notamment récupérer des fragments d'Éden, des reliques au pouvoir étrange, comme par exemple la pomme d'Éden. Adam et Ève. Non. Non? Non. Mario Bros? Non, c'est Assassin's Creed. Oh, c'est un rapport avec Adam et Ève? Ah oui, parce que dans le mythe d'Assassin's Creed, Adam et Ève sont les premiers hommes, c'est la première civilisation avant les hommes et qui avait des grands pouvoirs, et il y a des reliques qui sont disséminées et à travers les époques, c'est un petit peu les... Je n'ai pas beaucoup joué à ça. Les assassins et les templiers qui sont les gardiens de ces reliques, patati patata, et qui les recherchent. D'accord, Ok, je valide la question. Allez, question chanson. Peux-tu me dire qui... En 1973, a chanté la chanson Adam et Ève, qui raconte l'histoire d'amour entre un homme et une femme, qui ne sont pas les premiers humains, mais qui sont en tout cas, dont ce sont les premiers amours. On va notamment pouvoir y entendre. Rien n'a existé, rien ne s'est passé avant que l'on se rencontre. Le monde aujourd'hui est mécanisé, mais l'amour n'a pas changé. Adam et Ève, c'est toi et moi. On est faits tous les deux pour vivre ensemble. Adam et Ève, c'est toi et moi. Et pour nous, la vie commence. Tu es mon premier homme, je suis ta première femme. L'un à l'autre, on s'est donné une âme. Tu es mon guide. Je veux te suivre. Pierre Perret. Sheila. Hein? Sheila. Ah oui. Mais tu m'as dit quel chanteur. J'ai dit à qui chante. J'ai pas dit quel chanteur ni quelle chanteuse. J'ai dit qui a chanté en 1973. Tu l'as dit au masculin. Non, qui chante en 1973 la chanson Adam et Ève. Parce qu'en plus je l'avais le Sheila de 73. J'étais tombé dessus. Je pensais que c'était un homme. Mais en même temps, tu chantes avec une voix d'homme. Oui, mais... Oui. Ah, alors là, je valide pas la question. C'est con, je m'en fous. Ah, non. Suivante. Adam et Ève, c'est toi et moi. On est fait tous deux pour vivre ensemble. Adam et Ève, c'est toi et moi. Et pour nous, la vie commence. Alors, il y a une question que je vais être obligé de supprimer, effectivement, mais c'est pas grave, je crois que j'en avais une en plus. C'était une question que Pierre m'avait soufflé, d'ailleurs, notre auditeur Pierre, qui m'a soufflé 2-3 questions. Tiens, je vais te les faire à la suite. M'avait demandé dans quelle série animée japonaise de mecha on a une analogie à l'histoire d'Adam et Ève. C'est ce que la question, oui, Évangélion. Bah oui, c'était Évangélion, ouais. Mais bon, voilà, donc t'en as parlé tout à l'heure. Donc... Alors, il m'a soufflé 2 autres questions. Alors, c'est pas de souci. Peux-tu me dire dans quelle série télé dont les personnages sont inspirés du comics Sandman on va retrouver Ève qui, lassée de sa vie avec Adam, va vivre une aventure extra-conjugale avec Lucifer? Dans quelle série ou dans quel comics? Dans quelle série télé dont les personnages sont inspirés du Lucifer. Comics... Voilà, Lucifer, tout à fait. Ouais, très sympa cette série. Ouais, je l'avais regardé. C'est madame qui regardait beaucoup. C'est vrai qu'il est beau. Ouais, moi, c'est ma maman qui regardait. Voilà. Mais j'avais regardé aussi. Alors, sur la fin, j'ai un peu lâché, ça m'a saoulé. Mais j'ai lâché les premières saisons étaient sympas. Ouais, c'est rigolo. Tu n'as pas changé depuis le temps. Merci. Toi non plus. T'es même encore mieux. Oh, pour être honnête, c'est une sacrée surprise de te voir de retour sur Terre. Comment ça se fait? J'ai réussi à quitter le paradis. Je savais pas que c'était possible. C'est-à-dire que j'ai toujours bien aimé briser les règles, mais ça, tu le sais déjà. Et Adam? Où est donc passé ce joyeux drille? Il est resté là-haut, où tout le monde est toujours aussi heureux. Alors, toujours une question que m'a soumis Pierre. Alors, faut savoir qu'il y a très peu finalement de références à Adam et Ève dans South Park. On n'a pas parlé de South Park, bien que j'en ai quand même relevé une. Dans l'épisode notamment sur les Mormons, on a Stan qui s'interroge sur le fait que les membres de cette religion pensent qu'Adam et Ève étaient des Américains habitant dans le Missouri.
Ça lui semble un petit peu bizarre. Par contre, il y a une autre série qui a repris le mythe d'Adam et Ève d'une manière assez réussie, en tout cas dans un épisode. Peux-tu me dire dans quelle série animée américaine les personnages principaux s'endorment pendant la messe et rêvent de différents passages de la Bible? On va y retrouver 3 passages célèbres: Moïse qui libère son peuple, David contre Goliath, et donc Adam et Ève au Jardin d'Éden. Dans cette partie, Adam et Ève vivent au Jardin d'Éden, mais tout bascule après qu'Adam ait mangé une pile de pommes et accuse Ève qui va se retrouver bannie du Jardin d'Éden. Les Simpsons. Tout à fait. Et c'est un épisode qui est très marrant. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le revoir ou si tu l'avais... Non. Yes. J'ai au moins autant de points que toi. Wow. Yeah. C'est les épisodes spéciaux Halloween? Non, même pas. Là, c'était un spécial mess, je sais pas. Un délire. Hey, t'es sûrement Ève. Faut croire. Dieu t'a créé avec ma côte la plus sexy, est-ce que je... À propos de côte, y a de quoi manger ici? Salut, Adam et Ève. Bonjour Seigneur, il faut que je vous complimente pour la ravissante compagne que vous m'avez donnée. Bon, il faut que je me sauve. Oh, encore une toute petite chose. Vous voyez cet arbre là-bas? J'ai horreur de jouer les gendarmes, mais je dois vous interdire de manger ces fruits. No problemo, et ce serait encore plus fastoche de résister à la tentation si j'avais plusieurs épouses. Je blaguais. Alors, est-ce que tu as remarqué que les questions de Pierre, j'ai la réponse, parce que ce sont des bonnes questions? Alors pour la blague, Pierre m'avait aussi soufflé une question sur Assassin's Creed, mais je l'avais déjà noté de mon côté, donc c'était, toi, c'est là tu l'avais pas. Ouais, ok. Est-ce que tu peux me dire dans quel jeu vidéo nous allons suivre les aventures de 2 archéologues, Adam Venture et Evelyn Appleby, partis à la recherche du temple de Salomon et du jardin d'Éden? Les Chevaliers de Mahomet. Ah, les Chevaliers de Baphomet? Non, pas du tout. Ouais. Tu dis ça comme ça ou il y a vraiment un truc avec Adam et Ève et les Chevaliers de Baphomet? Je me rappelle y avoir joué, mais très vaguement. Non, mais c'est ce genre de... Comme il y en a eu 1, 2, 3, 4, là, je me dis qu'il y avait peut-être une possibilité. Non, c'est un jeu qui s'appelle Adam's Venture, qui reprend le nom en gros du personnage principal. J'ai joué au remake sur PC, bon, c'est pas un grand jeu, mais c'est vrai que c'est voilà, le personnage, Adam et Evelyn, voilà, Appleby, encore une petite référence à la pomme, voilà. Mais bon, c'est pas exceptionnel. Mais en tout cas, on est dans le thème. Peux-tu me dire quel roman écrit par Louis Valentin raconte le quotidien d'Adam et Ève du point de vue de divers protagonistes tels que Adam ou Ève, mais aussi vus par les animaux du Jardin d'Éden comme le mammouth ou encore le koala? Les aventures d'Adam et Ève. Non, c'est un bouquin que j'avais lu pour le podcast qui s'appelle Adam et Ève, journal intime. Bon, qui se lit bien, mais qui n'est pas à garder dans les mémoires. Bon, bah, égalité parfaite. Okay. Ouais, je m'en sors bien, parce que franchement, je m'attendais à pire. Ouais, moi je suis fier de toi qui avais commencé à bosser un peu sur le quiz Adam et Ève, est-ce qu'il y a des œuvres que tu avais repérées que je n'ai pas évoquées? Alors, je suis en train de regarder, là, justement, quel célèbre sculpteur a réalisé en 1905 une statue d'Adam et Ève? Rodin. Ah, j'avais pas celui-là. C'était Rodin. D'accord. Voilà. J'avais quoi? Sheila, je l'avais justement, mais vu que le fait que tu me l'aies lu avec ta voix, je cherchais un homme, quoi. Mais Sheila, et j'avais même noté la date, 1973. Dans les questions, j'ai eu beaucoup de mal à essayer de trouver des questions. C'est pas facile. Je suis bien c'était pas facile, ouais. Et j'avais Lucifer justement parce que j'ai vu la série. Ah, d'accord. Et un autre truc, j'étais tombé. Alors vraiment, j'avais été chercher les trucs. Alors, c'était la question, c'est combien de jeux en ligne de la série Adam et Ève il existe? Ah bon, voilà, je sais pas. C'est des jeux. Ah oui, il y a ouais. plein de jeux à la con. C'est même. Il y en a 8. 8, voilà. D'accord. Parce que j'ai jamais trouvé. Je pense qu'il y en a 8, j'ai pas trouvé le 9. Ah, et c'est quel type de jeu? Je trouvais pas. Oh, je sais pas, avec des petits bonhommes et c'est des jeux en ligne, tu vois. Ça doit être du Flash ou je sais pas quoi. Ah, d'accord. Donc, c'est des trucs. Ok. Non, après, alors j'ai pas parlé, on aurait pu. Après, on n'est pas là pour faire de la pub, mais t'as la société Adam et Ève aussi qui avait ouvert. Enfin, il y a une marque, la marque Adam et Ève, qui vendent des sous-vêtements, des trucs un peu coquins, machin. Ah, bah, j'arrête pas d'avoir les pubs pour ça maintenant. Ah, bah ouais, forcément. Ça, quelle que soit l'application que j'ouvre, maintenant j'ai de la pub pour ce magasin, juste parce que j'ai cherché Adam et Ève. Il y a ça, et puis il y a un film de 1983-84 que j'ai regardé cette semaine qui s'appelle Adam et Ève, avec Michel Galabru notamment, et Alyssa Pritch, qui est d'une nullité monumentale, mais qui vaut quand même son pesant de cacahuètes. Mais en fait, ce qui me frustre, c'est que je trouve que c'est un film qui a quand même de beaux noms au casting. Donc t'as Alyssa Pritch, Michel Galabru, t'as Popek qui joue dedans, t'as Jackie Sardou, t'as plein de noms un peu sympas.
Donc là, c'est l'histoire de Michel Galabru, dont j'ai plus le nom dans le film, mais qui veut faire un film sur Adam et Ève et qui cherche des financements, qui va taper à droite à gauche pour faire son truc. Et il y a tout un délire où effectivement la vieille Alyssa Pritch veut avoir le rôle principal. Mais alors on lui fait croire qu'elle va jouer le rôle principal et en fait on fait tourner sa doublure qui est une belle jeunette et puis on oublie de filmer quand c'est elle qui tourne devant la caméra. Donc il y a tout un délire là-dessus, mais je l'ai regardé avec la gosse et quand le film est fini, je me suis fait pourrir en me disant bah c'est quoi ton truc, c'était complètement nul, machin, tu nous fais chier avec le machin pour le podcast. Ah, j'écoute. Mais c'est vrai que c'était pas terrible, donc c'est pas vraiment une belle reco, donc je n'ai pas voulu spécialement en parler, mais ça existe, voilà, dans Ève avec Michel Galabru. Sinon il y avait quoi? Il y avait, j'étais tombé sur, alors j'ai pas regardé parce que c'est aussi un peu hors sujet. T'avais le film Adam et Ève, EST, tu vois. D'accord. Avec, où c'est un homme qui se travestit, quoi. Mais c'est un vieux film. C'est pas un truc récent. 1954, tu vois. Il y a des BD aussi. Ah oui, ouais, alors il y a une BD Adam et Ève que j'avais repérée, que j'ai pas acheté pour le coup, mais je crois que c'était Christophe Alévèque, je crois, qui a écrit les textes de la BD. Ah, il y a des trucs, les trucs de comics là, c'est ça? Bah oui, Christophe Alévèque, c'est un parce qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs BD Adam et Ève. Il y en a aussi des sérieuses. Je crois que c'est chez Glénat. T'en as une qui a été écrite par Luc Ferry aussi, ouais. C'est celle-ci peut-être, Glénat, je crois. Qui reprend le mythe d'Adam et Ève et dont les textes ont été écrits par Luc Ferry. Mais comme j'aime pas Luc Ferry, j'en ai pas parlé. Ouais. Mais les retours sont mauvais de toute manière. Donc j'ai pas retenu non plus, j'ai pas acheté. Donc, ok. Ouais. Donc il y a quand même pas mal de trucs. La série de bande dessinée, la série de bande dessinée comique là que tu as dit, effectivement. Mais bon, je pense pas que ce soit très drôle. Non, effectivement, je pense que c'est pas. Ça restera pas dans les. Il y a pas mal de trucs, mais pas tant que ça pour des personnages aussi importants quand même. C'est vrai. C'est un peu la réflexion que je me suis faite, où finalement il y a encore pas mal de trucs finalement assez récents aussi. La Genèse, c'est le plus vieux bouquin sans discontinuité. C'est-à-dire qu'il a toujours été présent. Ouais, c'est fou. Il y a des textes plus anciens, comme les aventures de Gilgamesh et compagnie, mais qui ont disparu et qu'on a retrouvé. Celui-ci, il est resté discontinu tout le temps. Et c'est vrai que quand on a lancé ce sujet, je m'attendais à trouver plus de trucs, et finalement, on a fait les fonds de tiroir quand même. En même temps, c'est une histoire un peu, on peut pas trop se moquer non plus, on peut pas. Après, c'est plus facile de se moquer. Alors si, il y avait un truc, mais j'arrivais pas à m'en rappeler, mais t'as pas mal de films, notamment des films de science-fiction ou de fantasy, où en fait à la fin, il se trouve que les deux personnages qui restent, c'est un homme et une femme, et se trouvent être Adam et Ève, les premiers hommes. T'as plusieurs films comme ça, mais j'ai pas retrouvé les titres, mais j'en ai. Après, il y a des trucs que j'ai vu popper, mais que j'ai pas creusé. Je crois qu'il y a La Nouvelle Ève ou un truc comme ça, qui a beaucoup popé. Non, mais des trucs où il n'y a pas, justement, où il n'y a pas Adam et Ève dans le titre, ni dans le résumé, mais la chute de l'histoire. Bah, tu vois, je sais pas, ça se passe dans l'espace, je sais pas quoi, tous les méchants meurent, il y a deux survivants qui arrivent sur une planète, c'est un homme et une femme, et voilà. Et ça, il y en a pas mal, mais j'ai pas retrouvé les titres. On a ni d'Adam ni d'Ève aussi, La Méline tombe, mais j'ai pas lu, donc je sais pas ce que ça vaut. Et je sais pas si c'est sujet ou hors sujet. Faut demander à Adrien, il doit être fan. Ouais, voilà, il est fan de cette autrice, lui. Il a des drôles de goût, ce monsieur, quand même. C'est fou. On l'aime bien, quand même. Bon bah voilà, on a à peu près fait le tour du sujet, donc c'était une petite émission, mais c'était aussi l'occasion de parler d'un couple mythique, et voilà. Est-ce que tu avais des recos autres ? Moi j'ai chopé un DVD récemment que j'ai pas encore vu, mais je suis très content. On en avait parlé dans l'épisode 1, je sais pas si je peux le citer. Ouais, allez, je le cite quand même. En fait, dans l'épisode 1, on vous a parlé d'un film qu'on recherchait, donc l'épisode sur la culotte, qui s'appelait La fille de la météo, mais qui était introuvable, que ce soit en streaming ou quoi que ce soit. Et il faut savoir que les éditions Gaumont l'ont sorti en DVD uniquement, et il est disponible actuellement. Donc un film japonais qui parle d'une fille qui monte sa culotte pour monter l'audimat pendant la météo. Voilà. Tu l'as regardé ou pas ? Pas encore, sûrement ce soir, là je suis en vacances ce soir ou demain, quoi, ça va pas tarder, ça me démange. Ok, bah pareil, c'est peut-être les morpions ça. Et toi, t'as des recos ? Écoute, non, la même que toi, parce que du coup on l'a acheté tous les deux. On était tellement contents, mais franchement bravo, parce que j'avais même pas vu qu'il avait popé l'anime. Je sais pas comment je suis tombé là-dessus. C'est incroyable. Vraiment par hasard. Bravo. Ouais. Et ils sortent des bons trucs, en plus cette édition Gaumont, ils sortent pas mal de classiques. Et justement, il y a un film, parce que je parlais de Pierre Perret, mais pour la petite anecdote, Pierre Perret, c'est dans les premières émissions également, tu m'en avais parlé, je connaissais pas. De nom, mais pas les chansons. Le Zizi, là, c'était sur l'émission sur les parties intimes. Et mon fils a découvert Pierre Perret en écoutant cet épisode. Il est devenu super fan et a acheté plein de CD. Et j'écoute aussi maintenant, et je trouve ça très sympa, c'est très bon. Et Pierre Perret a joué dans un film qui s'appelle Les Patates.
Et ce film, Les Patates, est disponible uniquement dans cette collection Gaumont, donc je l'ai offert pour son anniversaire, oui. Et donc on l'a pas encore regardé, mais on a le film Les Patates avec Pierre Perret. D'accord, ok, super. Bon, moi après, j'ai pas spécialement d'autres recos. Voilà, lisez Jean Eiffel, c'est ma seule reco de, de l'émission. Et Robert Crumb. Et Robert Crumb, bien sûr. Est-ce qu'on n'annoncerait pas le thème de notre prochaine émission ? Eh oui, Alors normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir un invité. On espère. En tout cas, nos agendas sont bouclés, la date est retenue. On devrait avoir un invité et ça va être très sympathique de parler d'un thème. Bah vas-y, je te laisse annoncer le thème. Comment on va intituler ça ? Donc le thème, on va parler de Alice au pays des merveilles dans la pop culture. Ou d'Alice dans la pop culture. Oui, bon, ça va être les diverses représentations d'Alice. Et ça va être sympa, ça va changer un petit peu justement de ce qu'on fait d'habitude. Ouais, on avait fait un peu ça avec James Bond et Roméo et Juliette. Donc là, on va explorer diverses œuvres qui reprennent l'histoire originale de Alice au pays des merveilles. Et croyez-moi, on en a déjà trouvé quelques-unes qui valent leur pesant de cacahuètes. Eh oui, coquin de lapin. Voilà, on en a terminé avec cette émission. Le temps pour nous de... voilà, si vous avez aimé cette émission, si vous avez aimé les présentes, n'hésitez pas à nous le dire, à mettre un petit commentaire, ça nous aide pour le référencement, ça fait toujours plaisir de savoir que le travail qu'on fait vous plaît. N'hésitez pas à laisser une petite note aussi, un petit 5 étoiles sur les applis de podcast. Et si vous le souhaitez, vous pouvez toujours nous rejoindre. Alors attention, 5 étoiles si c'est sur 5, parce que si c'est sur 10, vous mettez 10. Évidemment. Il faut préciser. Et si vous voulez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord du collectif. Vous avez tous les liens en description de l'épisode pour nous retrouver, nous et toute la bande du collectif de l'imaginaire. On vous dit à bientôt. Et si, quand même, petit truc, donc d'habitude, après le générique, vous avez toujours la petite blague d'après. Là, je passe spécialement de petites blagues sur Adam et Ève. Vous avez déjà eu la devinette tout à l'heure. Mais il se trouve qu'on avait fait à l'époque avec Karna, qui est également podcasteuse et sur notre Discord et tiktokeuse également, on avait participé à un petit podcast de chez Galaxy Pop qui s'appelle Beau Cadavre, donc un podcast sous forme de cadavre exquis, et il se trouve que le hasard a fait qu'on avait fait un petit sketch sur Adam et Ève. Donc moi j'étais non pas James Bond dans ce petit rôle, mais je faisais Adam et Karna faisait Ève, et je vous propose de repasser un petit morceau de ce qu'on avait fait pour cet épisode-là en post-générique. Voilà, ça rentrait bien dans le thème. Donc on vous souhaite une bonne écoute et bonne soirée, et puis on vous dit à la prochaine. Bye bye. À la prochaine, bye. Pomme de reinette et pomme d'api, tapis, tapis rouge. Pomme de reinette et pomme d'api, tapis, tapis cuit. J'ai trouvé un goût de pomme. Il y en a. Je vends des pommes, des Scooby-Dooby-Doo. Ah. Pommes, des Scooby-Dooby-Doo. Ah. Scooby-Dooby-Doo. J'aime beaucoup les pommes. Je suis un mangeur de pommes. Oh, les superbes pommes, ça c'est gentil. Mangez des pommes. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. Les tartes aux pommes, c'est ce que les hommes préfèrent dans tous les pays. Et faites avec de belles pommes, comme celle-ci. Oh, elles ont l'air délicieuses. Oui, mais attends d'en goûter une, mon trésor. Attends, mais putain, t'es en train de faire quoi là? Bah non. Mais putain, tu manges une pomme. Bah ouais, pourquoi il fallait pas? Ils ont dit sur Apple TV qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour. Mais depuis quand, Eve, tu regardes Apple Télé? Non mais des fruits, mais oui, mais pas les pommes. T'as le chef, il a dit pas les pommes. Bah ouais, bah j'avais faim, j'en ai marre. C'est toujours moi qui prépare à bouffer, qui m'occupe du ménage, qui fait les devoirs avec Abel, qui lave le linge de Cain. Ah, ça va la charge mentale. J'avais faim, t'étais pas là. Mais j'étais à côté, putain, j'étais en train de monter ces foutus crémaillères que t'as acheté qui traînent dans l'entrée depuis 2 mois. Ah, c'est bon, il va rien dire le chef. Et merde. Et merde. Et tu pouvais pas manger des bananes comme tout le monde. Non mais laissez-moi